va finir vite fait sur la philosophie de l'esprit. Vite fait, je résume. Hein, donc, je vous avais présenté ce nouveau problème un peu à la mode qui était le méta-problème de la conscience où Chalmers invitait tout le monde en fait, à travailler sur la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a l'intuition que la conscience phénoménale pose un problème au physicalisme, pose un problème explicatif, qu'elle soulève un certain nombre de questions philosophiques. Je vous avais dit que la réponse des philosophes expérimentaux jusqu'ici, c'était plutôt de dire, mais en fait, on va plutôt questionner le fait de savoir si les gens ont vraiment l'intuition que la conscience phénoménale pose un problème. Parce qu'en fait, voilà, on ne sait même pas si les gens ont vraiment cette intuition, malgré ce que dit Chalmers. Et j'avais dit qu'il y avait deux façons dont ils avaient remis ça en question. Et la première sur laquelle on s'était arrêté, c'est qu'il y a tout simplement des gens qui ont dit, ça se trouve, en fait, les gens n'ont pas de concept de conscience phénoménale. En fait, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de concept qui correspondrait à ce que les philosophes appellent la conscience phénoménale, ce qui fait qu'on voit mal comment ils auraient l'intuition là tout de suite que ça pose un problème. Peut-être si on leur apprend ce que c'est la conscience phénoménale, qu'on les amène à réfléchir dessus, ils auront l'intuition qu'il y a un problème, mais en tout cas là dans le vide, c'est pas vrai que les gens ont l'intuition que la conscience phénoménale pose un problème, parce qu'ils n'ont juste pas le concept de conscience phénoménale. C'est difficile de dire que les gens ont l'intuition que quelque chose pose un problème s'ils n'ont pas le concept correspondant, quoi. Ce serait un peu comme si je vous disais, voilà, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler, je sais pas, des quarks, vous dire, voilà, les gens ont l'intuition que les quarks posent un problème au physicalisme ou quelque chose comme ça. Ce serait bizarre de dire ça si on pense que les gens ne savent pas ce que c'est, quoi. Et alors, pourquoi certains philosophes expérimentaux défendent l'idée que les gens n'ont pas de concept de conscience phénoménale? Je vous avais présenté déjà quelques études au début où les gens concluaient que les gens avaient un concept de conscience phénoménale dans le sens où, par exemple, quand on leur demandait d'attribuer des états mentaux à des entités collectives comme des entreprises, il y avait des états mentaux qu'ils attribuaient volontiers aux entités collectives comme les entreprises, et puis des états mentaux qu'ils ne voulaient pas attribuer à des entités collectives comme les entreprises, et la division avait l'air de bien mapper sur ce que les philosophes appellent les états qui sont associés à la conscience phénoménale, et on était juste en train de résumer la séance d'avant, et les états mentaux qui n'ont pas de conscience phénoménale. Donc on se disait, voilà, les gens n'ont peut-être pas le terme, mais ils ont l'air de faire une distinction entre deux types d'états mentaux qui a l'air de bien coller à ce que les philosophes considèrent comme la conscience phénoménale. Puis je vous avais dit, il y a des gens qui disaient, en fait, non, finalement, c'est pas très clair. Et en fait, il y a un certain nombre d'études qui vont en fait prendre l'argument à l'envers. Alors, du coup, l'argument ne marche pas, le premier que je vous ai dit, mais il m'a l'air sain de se dire, voilà, les gens se comportent d'une certaine façon, font une distinction entre deux classes d'états mentaux, et ça a l'air de correspondre à la division conscience phénoménale, ce qui est pas conscience phénoménale. Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose, et ça marche bien. Après, bon, les données ne supportaient pas l'argument, mais du coup, des gens vont essayer de faire l'argument inverse, c'est que les gens ne répartissent pas les états mentaux selon la division qui correspond à la conscience phénoménale, donc ils n'ont pas de concept de conscience phénoménale. L'argument me paraît quand même beaucoup plus ardu, c'est juste l'argument un peu inverse, mais ce n'est pas dit qu'il marche aussi bien. Mais je vais vous dire à peu près ce que c'est. Alors, voilà, l'article principal, c'est celui-là, Deux conceptions de l'expérience subjective, par Sitzma et Macheret. Et en gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent aux gens des descriptions d'entités. Par exemple, d'un côté, il y a un robot, on va dire, voilà, c'est Jimmy, et puis de l'autre côté, il y a un humain, c'est Timmy. On donne aux participants des descriptions, hein, voilà, on dit c'est un robot qui a été construit à l'université, il a une caméra vidéo pour les yeux, des roues pour bouger, il a des bras qui lui permettent d'attraper des choses, il a des senseurs au bout des bras qui lui permettent de toucher, de sentir les objets. Lors d'une expérience de psychologie, il a été mis dans une pièce qui était vide, sauf qu'il y avait une boîte bleue, une boîte rouge et une boîte verte. Et on lui a donné l'instruction, mettez la boîte rouge devant la porte. Et il a fait ça sans difficulté. Puis on demandait, est-ce que Jimmy, le robot, voit du rouge? Donc, si raide. Puis après, en fait, il y avait exactement la même chose avec Timmy. On disait, voilà, Timmy, on l'a mis dans une pièce avec 3 boîtes, rouge, bleu, vert. On lui a dit, vas-y, prends la boîte rouge et mets-la devant la porte, puis Timmy y est arrivé, parce que Timmy il est très fort, et on demandait est-ce que Timmy a vu du rouge, quoi. Donc voilà, on regardait soit le robot, soit l'humain, et en fait, on a une autre condition dans laquelle on dit, voilà, en fait, on lui a fait participer à une expérience psychologique où il y avait 3 boîtes, on lui a dit, mets la boîte rouge devant la porte, mais quand il attrape la boîte rouge, ça lui envoie une décharge électrique,
et après avoir reçu la décharge électrique, il lâche la boîte et recule de la boîte et n'essaye plus de la toucher. Et donc c'est soit le robot, soit l'humain qui fait ça, et à chaque fois on lui demande est-ce qu'il a ressenti de la peine, feel pain, quand il a été électrocuté. Et en gros, ici, vous avez les réponses des philosophes auxquels on donne cette expérience. Puis ils disent, voilà, bah, l'humain, il voit du rouge et il peut ressentir de la douleur. Mais le robot, en général, les philosophes disent, bah, il ne voit pas du rouge et il ne ressent pas de la douleur. Pourquoi? Bah, parce que ce sont des états qui supposent, pour être vrai à 100%, pour être dit littéralement, qu'il y a quelque chose comme de la conscience phénoménale. Et donc c'est pour ça que les philosophes sont réticents à attribuer l'idée que le robot peut ressentir, de la douleur ou voir du rouge, parce qu'ils ne veulent pas attribuer cette conscience phénoménale aux êtres humains. Mais quand vous donnez ça aux individus non philosophes, aux non spécialistes, bah, les gens refusent l'idée que le robot ressent de la douleur, mais par contre ils n'ont pas de problème pour dire qu'il a vu du rouge en fait. Du coup, en fait, les non-philosophes ne répartissent pas les états mentaux de la même façon que les philosophes. Ils font, par exemple, une distinction entre voir du rouge et ressentir de la douleur que les philosophes ne font pas. Et ils en concluent donc, bah, voilà, ça montre que en fait, les non-philosophes, comme ils n'attribuent pas les états mentaux de la même façon, et donc ils n'ont pas cette division entre les états phénoménaux et non phénoménaux qu'ont les philosophes, quoi. Ce qui est une conclusion assez difficile à en tirer, je trouve, hein, parce qu'il pourrait y avoir plein d'autres raisons qui expliqueraient la répartition, mais en tout cas, c'est ça. Alors, il y a eu quelques objections qui ont été faites à cette étude. C'est l'idée que peut-être qu'en fait, les gens comprennent le mot « voir rouge », pas au sens phénoménal, mais juste conscience d'accès, être capable d'avoir l'information que le truc est rouge. Et donc, ils attribuent ça au robot, parce que le robot peut détecter la couleur rouge dans un certain sens et agir sur la base de ça. Et par exemple, certaines critiques disaient, par exemple, si vous utilisez le mot « experience », qui dans le langage ordinaire a l'air de faire référence vraiment à cette qualité phénoménale, si on dit « est-ce que le robot, il experience du red », tu vois, est-ce qu'il fait l'expérience du rouge, ben dans ce cas-là, peut-être que ça ne va pas, peut-être qu'on n'aura pas les mêmes résultats. Hein. Donc c'est par exemple quelqu'un qui disait, voilà, la question que je me pose cette semaine, c'est dans quelle mesure le mot « experience » reflète une conscience phénoménologique. Il me semble que même en anglais, « experience » serait plus conforme à la notion d'être un agent pertinent dans une situation. C'est tout à fait possible, mais disons que les critiques qui ont été faites disaient que voilà, experience, ça faisait plus référence à la qualité phénoménale, et on va voir effectivement qu'en fait, ce n'est pas le cas, donc peut-être qu'effectivement, cette interprétation, je ne sais pas qui l'a donnée, est effectivement correcte. Donc l'article que je vous ai donné, en fait, c'est un article beaucoup plus récent, parce qu'en fait, moi, je n'avais pas vraiment touché à cette littérature qui ne me passionnait pas spécialement depuis que cet article est sorti. Il est sorti, je crois, en 2009. Donc là, je vous ai donné cet article qui est sorti en 2019, mais c'est grosso modo exactement la même chose, sauf qu'ils l'ont fait dans plus de personnes, dans plus de pays, et qu'ils ont testé voir du rouge et expériencer du rouge, quoi. Mais en gros, c'est bien, je ne suis pas trop en retard, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup de choses qui ont bougé dans le domaine pendant tout ce temps. Donc en gros, ils ont juste redonné les mêmes scénarios avec soit un humain, soit un robot qui voit du rouge, qui ressent de la douleur. Et là, ce qu'ils ont juste changé, c'est que des fois, on lui demande est-ce qu'il a fait l'expérience du rouge ou est-ce qu'il a fait l'expérience de la douleur. Et ce qu'on voit, c'est que pour l'être humain, les gens disent bon, ben, il a vu du rouge, il a ressenti de la douleur, il a fait l'expérience du rouge, il a fait l'expérience de la douleur. Et pour le robot, bon, le pattern n'est pas hyper clair, je trouve, mais en gros, en général, si on considère que le milieu de l'échelle est là, les gens n'ont pas de problème à dire qu'il a vu du rouge et fait l'expérience du rouge. Mais par contre, ils sont un peu plus réticents à dire qu'il ressent de la douleur et a fait l'expérience de la douleur. Et le fait d'utiliser expérience plutôt que voir fait une petite différence, mais pas énorme non plus, quoi. Donc on a toujours cette idée que les gens attribuent l'expérience du rouge au robot, mais pas l'expérience de la douleur, ce qui suggère qu'ils attribuent les états mentaux d'une certaine façon qui n'a pas l'air de suivre la division entre états qui ont une conscience phénoménologique et non phénoménologique. Et vraiment, les gens essaient de défendre sur cette base-là que ça voudrait dire que les gens n'ont pas un concept équivalent à celui de conscience phénoménologique. Alors c'est difficile de voir exactement comment fonctionne l'argument, parce qu'il pourrait avoir l'argument, mais considérer par exemple que ne pas avoir la même opinion sur quels états sont accompagnés de conscience phénoménologique ou pas, quoi. En tout cas, une façon de rejeter le métaproblème de la conscience, c'est ça, c'est de dire les non-philosophes n'ont pas de concept de conscience phénoménale. Oula, j'ai une slide qui s'est vraiment perdue là. Oui, je ne sais pas enlever ça. Ah non, c'est parce que je n'ai pas changé le titre. Alors, oui, il y a quelqu'un qui posait la question. Concernant le texte Nos problèmes de Sitzma et Ozdemir, je ne comprends pas ce que c'est que Near Universal, et je bug donc sur la dernière partie du texte. Est-ce que c'est juste presque universel? Ça me semble très flou. Alors oui, effectivement, comme ils le font dans plusieurs pays, ils disent on retrouve à peu près le même pattern dans tous les pays.
Donc c'est near universal. En fait, quand il parle de near universal, c'est une critique de Chalmers. Donc là, c'est un extrait de Chalmers qui dit que selon lui, les facteurs qui font que on trouve qu'il y a un problème de la conscience phénoménale, ce qui fait qu'on ressent qu'il y a un hard problème, que la conscience phénoménale pose un problème, en fait, c'est Chalmers lui-même qui utilise l'expression near universal pour le dire, en disant à peu près tout le monde, partout, a le sentiment que la conscience phénoménale pose un problème. Donc, eux, ce qu'ils disent, c'est bon, en tout cas, c'est clairement pas near universal, parce que c'est même pas, tu vois, c'est plutôt universal dans l'autre sens, quoi. Donc, c'est plus pour critiquer l'expression de Chalmers, disant presque tout le monde a le sentiment qu'il y a un problème posé par la conscience phénoménale. Je ne sais pas qui a posé la question, mais est-ce que ça va comme explication? Voilà, alors pour finir, il y a quand même des gens qui disent, voilà, moi je ne vais pas... donc ça, c'est un autre papier beaucoup plus récent de Rodrigo Diaz, qui dit, voilà, moi je ne vais pas rejeter l'idée que les gens ont la conscience phénoménale, j'en sais rien du tout. Je vais juste regarder si, en supposant qu'ils ont le concept de conscience phénoménale, c'est clair et évident pour eux que la conscience phénoménale pose un problème, quoi. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'en gros, il donne des scénarios. Il donne 2 scénarios de réduction, en fait. Il dit, par exemple, le cas de base, il dit, c'est le cas de l'eau, hein, c'est celui qu'utilisent tous les philosophes. Il dit, voilà, les participants ont une vignette un peu longue. Il dit, voilà, l'eau a fait l'objet de nombreuses études par les chimistes depuis des années maintenant. En utilisant des techniques d'analyse chimique, les chercheurs sont maintenant capables de mesurer les composants des substances chimiques. Ils ont trouvé que tous les échantillons d'eau impliquent une certaine combinaison d'atomes, c'est-à-dire en particulier de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'hydrogène. Donc l'eau, c'est H2O, hein, c'est la grande découverte. Ils ont aussi trouvé que les atomes d'oxygène ont un nombre variable de neutrons, qu'il y a 3 types d'oxygène, des isotopes, qui dépendent du nombre de neutrons sur l'atome, O16, O17, O18. L'isotope spécifique de l'oxygène dans l'H2O détermine différentes propriétés de l'eau. Par exemple, quand l'isotope de l'oxygène dans l'H2O est O16, l'eau gèle à 32 degrés. Quand l'isotope de l'oxygène dans H2O est O17, l'eau gèle à 32,12 degrés Fahrenheit, hein, bien sûr. Voilà, donc il y a tout un texte sur l'eau, et après il pose aux gens 2 questions, celle de la réduction épistémique, celle de la réduction métaphysique. Il demande est-ce que les propriétés de l'eau sont complètement expliquées, peuvent être complètement expliquées en termes de la composition chimique de l'H2O. Puis les gens vont une échelle de 1 à 6 sur je suis complètement d'accord, je ne suis pas du tout d'accord. Et on demande la substance, est-ce que la substance de l'eau, c'est juste la composition chimique H2O? Et les gens disent sur 1 à 6 s'ils sont d'accord ou pas. Donc ça, vous voyez un peu l'idée. Et en gros, vous avez grosso modo la même chose pour la douleur, sauf qu'on leur dit le sentiment de la douleur a été étudié longuement étudié par les neuroscientifiques depuis des dizaines d'années. En utilisant des techniques d'imagerie cérébrale, les chercheurs sont maintenant capables de mesurer l'activité neurale dans le cerveau des gens. Ils ont trouvé que chaque expérience de douleur implique une certaine activité neurale dans une aire spécifique du cerveau, la région postérieure dorsale de l'insula. Ils ont aussi trouvé que l'activité neurale dans cette zone varie en fonction de l'intensité et de la localisation de la douleur. Blabla. Enfin, vous voyez, en gros, l'idée, c'est, voilà, on explique la même chose sur la douleur, puis on dit, est-ce que les propriétés de la douleur sont complètement expliquées en termes de l'activité neurale de cette partie du cerveau? Est-ce que le sentiment de la douleur, c'est juste l'activité neurale dans cette partie du cerveau? Et, en fait, les gens sont pas super convaincus, hein, ils sont juste au-dessus du... Enfin, c'est une échelle à 6, j'aime pas trop les échelles paires, parce que ça veut dire qu'en fait, la moitié, elle est entre 2 trucs. Je trouve ça un peu... Mais bon, les gens sont plutôt d'accord, mais pas trop non plus pour la douleur. Hein. Ils disent, voilà, bon, effectivement, tout s'explique par l'activité du cerveau, ça peut être réduit à l'activité du cerveau. Mais en fait, quand on compare à l'eau, les gens ne sont pas beaucoup plus convaincus non plus. Donc, ils ne sentent pas qu'il y a un truc super spécial avec la douleur comparé à un cas paradigmatique comme celui de l'eau. Il n'y a pas le sentiment que c'est spécifiquement énigmatique, plus que pour l'eau en tout cas. Et alors, ils arrivent un peu à réduire, à faire passer les gens plutôt en pas d'accord, mais enfin vraiment très petit peu quand ils disent voilà, il y a des controverses dans la communauté scientifique, quoi. C'est parce qu'il y en a qui disent que c'est pas exactement la même chose, l'activité neurale et le sentiment, même si ces 2 choses sont corrélées. Hein, donc en disant qu'il y a un peu de désaccord, ils font passer les gens en plutôt pas d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que les gens ont vraiment le sentiment que ça pose un problème spécifique, que ça ne pourrait pas être résolu scientifiquement? La personne qui écrit le papier dit non, parce qu'en général, si après on cherche à comprendre pourquoi les gens sont plus ou moins d'accord avec l'idée qu'on pourrait réduire la douleur à telle activité dans le cerveau,
En fait, ce qui explique ça, c'est surtout qu'en fait, ils pensent que c'est pas la bonne explication scientifique. Ils pensent pas que ça pourrait pas recevoir d'explication scientifique. Ils pensent juste que la science n'est pas complète sur le sujet, en fait. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont reposé ce même type de questions et ils ont regardé deux types de facteurs. Ils ont essayé de voir qu'est-ce qui prédit que les gens sont d'accord ou pas avec l'idée que l'activité cérébrale explique ou pas le sentiment de douleur, ou que l'activité cérébrale est identique ou pas au sentiment de douleur. Et ils ont regardé deux types de facteurs. Ils ont dit, bon, bah, par exemple, si on prend un scénario à la Chalmers où en fait, c'est les gens réfléchissent sur ce que c'est l'expérience conscience, la conscience phénoménale, le sentiment de douleur, la nature du sentiment de douleur, et ils voient que c'est fondamentalement, métaphysiquement très différent d'une activité neuronale, on devrait s'attendre à ce que ce qui prédit que les gens ne sont pas d'accord avec l'idée qu'on peut expliquer ça en termes qu'on ne peut pas expliquer l'expérience de la douleur en termes neuronaux. Ça doit être les gens qui sont un peu introspectifs, qui aiment bien réfléchir à leur vie intérieure, qui sont conscients de ce qui se passe dans leur vie mentale. Donc il y a des échelles en psychologie pour ça. Donc là, ils ont appelé ça inward thinking. C'est le fait de réfléchir souvent à ce qu'on ressent, à ce qui se passe en nous, quoi. Et dit, par contre, il y a une autre explication, c'est juste que les gens pensent que la science n'est pas encore complète et qu'on n'a pas la bonne explication, et que donc c'est juste une question de manque scientifique pour l'instant. Ça n'a rien à voir avec le fait que la conscience soit un truc mystérieux, c'est juste qu'on a besoin de plus de recherche. Et donc c'est des questions du genre, voilà, il y a encore beaucoup de choses que la science peut découvrir au sujet du sentiment de douleur que ce qui est mentionné dans le texte, ou les recherches scientifiques qui sont présentées dans le texte sont un exemple de bonne science. Et en gros, ce qu'ils trouvent, c'est que ce qui prédit les réponses des sujets à leurs questions dans cette étude, c'est pas du tout à quel point les gens aiment réfléchir sur leur état mentaux, sont conscients d'eux-mêmes, etc. C'est juste qu'en général, ils sont pas spécialement convaincus par ce qu'ils ont lu dans la vignette, quoi. Ils disent, bon, ça doit être plus compliqué que ça, c'est un peu simpliste, c'est pas de la bonne science, etc., quoi. Donc il n'y a pas l'air de... Les résultats vont pas dans l'idée que les gens ont tout de suite l'intuition que la conscience pose un problème fondamental. Donc, c'est pas clair que les gens aient effectivement tout de suite l'intuition qu'il y a un problème difficile, comme Chalmers le dit. Après, la question, c'est de savoir, bon, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour le problème difficile de la conscience. Alors moi, j'avoue que je ne suis pas spécialement convaincu, parce que moi, j'ai vraiment l'intuition qu'il y a un problème difficile de la conscience. Mais en même temps, c'est vrai que quand on y réfléchit, quand on dit qu'on a l'intuition qu'on a le problème difficile de la conscience, c'est qu'on se dit, on ne voit pas comment on pourrait expliquer l'expérience phénoménale en termes scientifiques. Mais c'est pas clair que ce soit vraiment un argument, quoi. Donc, d'une certaine façon, juste dire oui, mais tout le monde n'a pas ce sentiment, est-ce que c'est déjà pas assez pour mettre ça en doute, quoi? Parce que vraiment, si on n'a pas d'autres arguments, juste que bon, on ne voit pas comment ça fonctionnerait. Alors moi, j'ai vraiment beaucoup de mal, mais il y a un exemple historique qui donne ça, c'est que les gens avaient aussi beaucoup de mal sur comment on expliquerait la vie en termes physico-chimiques au 19e siècle. Si tu lis la philosophie de l'époque, il y en a plein. Même au 20e siècle, tu prends des physiciens, comment ils s'appellent? Le mec qui fait de la physique quantique. Ah putain, j'ai oublié. Feynman. Richard Feynman, je crois que c'est lui qui a un bouquin sur la vie, où il explique qu'il ne voit pas comment la physique pourrait expliquer la vie, quoi, ou comment la chimie pourrait expliquer la vie. Donc nous, ça nous paraît assez naturel, je pense, maintenant, à tel point que finalement la vie, c'est plus vraiment un mystère en soi, que le fonctionnement de... On se dit, voilà, bon, on croit que il y a pas mal de gens qui croient que la biologie pourra résoudre les questions, mais à l'époque, ça paraissait juste impossible, donc à quel point, en fait, les intuitions qu'on a sur le fait que la conscience phénoménale pose un problème, elles sont vraiment authentiques ou elles sont juste du même ordre qui fait qu'on manque d'imagination pour trouver la question scientifique. Voilà, c'est... Du coup, effectivement, c'est pas clair que pour la plupart des gens, c'est tout de suite évident que la conscience phénoménale, ce soit un truc qui est scientifiquement non expliqué ou qui est évidemment pas réductible à quelque chose de physique, quoi. Donc voilà, je vais arrêter ici pour la philosophie de l'esprit. Alors comme je vous ai dit, je ne suis pas hyper convaincu par cette dernière section, mais c'est là-dessus que la plupart, si vous prenez des revues de la littérature du champ de la philosophie de l'esprit, de la philosophie expérimentale de l'esprit, la plupart des débats tournent là-dessus. Donc si vous voulez des gens plus convaincus, là, je vous ai mis le lien vers un débat entre 4 philosophes, dont Édouard Machery, qui tourne autour du fait de savoir si est-ce que le problème difficile de la conscience, c'est un vrai problème ou c'est un truc monté de toutes pièces par les philosophes, quoi, une sorte de schème que les philosophes ont monté et se sont auto-convaincus qu'il y avait un problème, puis du coup ils écrivent là-dessus. C'est vraiment là-dessus que porte un peu la discussion. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir là. Voilà, est-ce qu'il y a des questions là-dessus avant de passer à la suite? Non, c'est bon, vous êtes tous hyper convaincus. Ou pas du tout convaincus, je ne sais pas. Alors maintenant, on va passer du coup à la philosophie de l'art.
Voilà, qui est un champ que la philosophie expérimentale a investi plus tardivement. On trouve quelques papiers à partir de 2011, puis un peu l'idée qu'il faut que le champ existe à partir de 2015, dans des papiers qui disent, voilà, créons ce champ-là. Et on peut se poser un peu la question pourquoi, parce que ce que je vous ai dit en général, c'est que les premiers champs qui ont été investis par la philosophie expérimentale, c'est ceux qui ont des contacts avec la philosophie de l'esprit et les sciences cognitives. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a tout un champ, il y a pas mal de questions d'esthétique qui touchent directement à des questions de philosophie de l'esprit, de sciences cognitives. Par exemple, tout ce qui touche à la question de l'imagination, aussi à la question des émotions. Et même certains philosophes expérimentaux comme Weinberg ou Nichols, qui sont parmi les premiers à avoir écrit dès les années 2000 des articles de philosophie expérimentale, avaient écrit des articles à la limite, à la convergence entre philosophie de l'esprit et esthétique sur l'imagination, qu'est-ce qui se passe quand on lit une fiction, qu'est-ce que c'est lire une fiction, pourquoi on ressent des émotions sur la fiction. Mais néanmoins, il y a quand même eu pas mal de temps avant que les gens se penchent sur la philosophie de l'art. Et peut-être qu'une des raisons, c'est que juste, en fait, en général, les gens s'en foutent de la philosophie de l'art. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une réalité empirique. Ça, c'est l'extrait d'un article assez marrant où un philosophe avait fait un sondage auprès des gens qui travaillent en philosophie, des chercheurs en philosophie, en leur présentant 10 champs de recherche en philosophie. Il dit, voilà, l'éthique, l'épistémologie, la philosophie de l'esprit, la métaphysique, la logique, l'histoire de la philosophie des sciences, la philosophie du langage, la philosophie politique et la philosophie de l'art, l'esthétique. Et il leur a posé plusieurs questions, mais celle qui est en noir, c'est il leur a demandé à quel point, d'après vous, cette ère de la philosophie est centrale à la discipline, en fait. Et sur les 10, il y en a 9 qui sont centrales selon les philosophes. Il y en a une qui n'est pas centrale, c'est l'esthétique, quoi. Ça, c'est vraiment le truc, c'est genre, mais c'est l'enfant détesté de la famille, quoi. Personne n'en veut. Et effectivement, bon, en général, on ne va pas se mentir, c'est quand même un champ un petit peu à part, et ce que vous écrivez en philo de l'art, personne d'autre va le lire ailleurs, quoi. Donc c'est pas vraiment un champ dans lequel je vous conseille de travailler uniquement, hein. Si vous vous intéressez à la philo de l'art, c'est bien d'avoir une seconde spécialité, parce que bon, les postes sont rares, mais ils le sont encore plus en philo de l'art, hein. Je précise tout de suite, il y a très peu de chances que vous en trouviez un. Voilà. Et donc, il y a un certain nombre d'articles qui ont été écrits quand même sur différents sujets en philosophie expérimentale et qui ont lancé des débats en philosophie de l'art. Il y en a un en 2011, un autre en 2012 et un autre en 2013, mais je vous parlerai sur de 2011 la semaine prochaine, parce que c'est celui sur les définitions de l'art, puis je me suis replongé dans la littérature sur les définitions de l'art, et j'ai toujours pas fini de m'en sortir, donc je vais passer directement aux autres questions, puis je parlerai la semaine prochaine de la définition de l'art. Oups, je me suis trompé de bouton. Je vais plutôt vous parler du sujet sur lequel il y a eu, à mon avis, le plus de débats en philosophie expérimentale de l'art, ce qui est le débat sur la normativité du jugement esthétique. C'est vraiment une question où il y a eu pas mal d'articles. Et je vais d'abord faire un petit retour sur l'histoire des débats en philosophie de l'art avant de passer à la philosophie expérimentale pour que vous compreniez un peu quel est l'intérêt du débat, parce qu'il y a beaucoup de gens en dehors de la philosophie pour qui la réponse au débat est juste évidente. Et peut-être qu'elle le sera aussi pour vous, mais elle ne l'est pas pour les philosophes. Alors juste, je vais utiliser quelques définitions. Je mets quelques définitions parce qu'en fait, des fois, je vais utiliser des expressions dans le sens où elles sont utilisées aujourd'hui et elles vont à l'encontre du sens où elles étaient utilisées dans des textes de l'époque. Je vais utiliser jugement esthétique pour tous les jugements qui portent sur les propriétés esthétiques, c'est-à-dire les propriétés qui jouent un rôle clé dans l'appréciation des œuvres d'art. Hein, par exemple, quand on dit que quelque chose est beau, sublime, gracieux, etc. Ça peut paraître évident, mais il faut voir que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais esthétique, ça veut juste dire les sens en grec. Et quand vous lisez des livres du 18e qui parlent d'esthétique, ça parle de perception en fait, perception visuelle, quoi. Si vous lisiez l'esthétique de Baumgarten ou des choses comme ça. Aujourd'hui, esthétique, ça veut dire l'art, quand on parle en philosophie, mais à l'époque, ça veut juste dire l'étude de la philosophie de la perception, en fait. Donc en fait, tous les jugements basés sur les sens, dans le sens classique, c'est des jugements esthétiques, quoi. Donc, mais là, je vais utiliser au sens moderne, hein, pendant que je parlerai. Jugement esthétique, c'est les jugements sur l'art. Et je vais parler des jugements de goût, c'est tous les jugements qui expriment et décrivent nos réactions positives, négatives, qui découlent de l'action d'un objet sur nos sens. Par exemple, le goût d'un plat, la qualité d'une odeur, c'est-à-dire quelque chose qui agit directement sur les sens avec une certaine valence. Vous goûtez ça, ça goûte pas bon, ça goûte bon. Vous sentez ça sent bon, ça sent pas bon. Oui ? Est-ce que voir quelque chose de beau, ça agit sur le sens et du coup c'est... C'est toute une question en fait. Parce qu'on va voir que une des questions de la philosophie, c'est une question philosophique classique, c'est que le jugement esthétique, le jugement de beau, ressemble au jugement de goût sur certains aspects, mais
s'en dégage sur d'autres aspects, en fait, qu'il y a une sorte de distinction. Il est un peu spécial. Je pense que si vous avez fait un peu de philo en France, c'est un peu la présentation classique. C'est qu'en général, juger que quelque chose est beau, c'est pas la même chose que juger qu'un plat est bon. Il y a une différence fondamentale entre les deux, puis on va voir laquelle, en fait. Alors, juste pour revenir, du coup, on va parler d'idée de goût, justement. Et l'idée de goût esthétique, l'idée que l'art, le jugement sur l'art, c'est une question de goût, c'est quelque chose qui est assez récent, hein, qui apparaît plutôt au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle. Et les prémices de ça, ça se ressent dans les débats entre les anciens et les modernes. Je pense que vous avez tous entendu parler de ça en littérature. Donc l'exemple classique, c'est Molière. Molière, on lui dit « Oh ouais, mais ta pièce, elle est nulle, elle ne respecte pas les règles d'Aristote, l'unité de lieu, l'unité d'action, l'unité de machin, elle ne respecte pas telle règle. » Et Molière, en général, dit « Oui, mais je m'en tape complètement. Ce qui compte, c'est que les gens, que ça plaise aux gens. » Donc l'exemple classique, si vous voulez voir un peu la théorie esthétique de Molière, c'est que après avoir écrit L'École des femmes, Molière a écrit 2 autres pièces qui sont La critique de l'École des femmes, qui est une pièce où les gens discutent de l'École des femmes, et une 3e pièce qui s'appelle L'Impromptu de Versailles, qui est encore une fois une discussion encore sur l'École des femmes et les questions esthétiques. Et voilà par exemple ce que dit un personnage dans La critique de l'École des femmes, hein, c'est « Vous êtes de plaisantes gens avec vos règles dont vous embarrassez les ignorants et nous étourdissez tous les jours. Il semble à vous ouïr parler que ces règles de l'art soient les plus grands mystères du monde. Et cependant, ce ne sont que quelques observations aisées que le bon sens a faites sur ce qui peut ôter le plaisir que l'on prend à ces sortes de poèmes. Et le même bon sens qui a fait autrefois ces observations les fait aisément tous les jours, sans le secours d'Horace et Aristote. Je voudrais bien savoir si la grande règle de toutes les règles n'est pas de plaire, et si une pièce de théâtre qui a attrapé son but n'a pas suivi un bon chemin. Veut-on que tout un public s'abuse sur ces sortes de choses et que chacun ne soit pas juge du plaisir qu'il y prend? Donc en gros, il dit, voilà, la règle ultime de l'art, c'est de plaire. Et Aristote, il a sorti des règles comme ça, unité de lieu, unité de temps, parce qu'il dit, voilà, en gros, c'est parce qu'il a fait l'observation qu'en général, une pièce a d'autant plus de plaire qu'elle suit ces règles-là, quoi. Mais s'il y a un moyen de plaire en transgressant ces règles, alors c'est tout à fait autorisé. C'est juste, on va dire, c'est pas des règles immuables qui valent par elles-mêmes, c'est juste des tips, des outils de cuisine pour faire l'œuvre, la pièce de théâtre la plus efficace, mais si vous avez d'autres moyens, vous pouvez l'utiliser. Donc il n'y a pas de règle vraiment, ce qui compte, c'est que ça plaise aux gens. Et cette idée-là, elle va se développer au début du XVIIIe siècle, en particulier sous la notion de goût. L'idée que la qualité de l'art, elle ne se juge pas de la même façon qu'on juge une théorie scientifique, un argument philosophique, elle ne se juge pas intellectuellement, elle se juge immédiatement par une sorte de sensation directe, un peu comme le goût, hein, c'est la métaphore du goût. Donc la personne qui est connue pour avoir défendu ça, c'est l'abbé Dubos, Jean-Baptiste Dubos, qui écrit un livre qui s'appelle « Réflexions critiques sur la poésie et la peinture », où il défend vraiment cette analogie avec le goût. Il dit, voilà, « Le sentiment enseigne bien mieux si l'ouvrage touche et s'il fait sur nous l'impression qu'il doit faire que toutes les dissertations composées par les critiques pour en expliquer le mérite et pour en calculer les perfections et les fautes. » C'est-à-dire, quel que soit l'avis des critiques, si quand vous regardez le truc, vous vous emmerdez à mort, c'est ça qui compte, quoi. C'est pas l'avis des critiques. Hein. Et c'est ça que vous allez prendre en compte quand vous allez juger l'œuvre. L'ouvrage plaît-il ou ne plaît-il pas? L'ouvrage est-il bon ou mauvais en général? C'est la même chose. Vous voyez, vraiment, l'idée, c'est que une bonne œuvre d'art, c'est une œuvre qui plaît. Il y a vraiment c'est vraiment un jugement analytique, une définition donnée. Le raisonnement ne doit donc intervenir dans le jugement que nous portons sur un poème ou sur un tableau en général que pour rendre raison de la décision du sentiment et pour expliquer quelle faute l'empêche de plaire et quels sont les agréments qui rendent capable d'attacher. Donc l'idée, c'est qu'on peut réfléchir sur une œuvre d'art, mais la réflexion, elle vient pour se dire, mais pourquoi ça m'a plu? Pas est-ce que ça me plaît, quoi. Ça, c'est pas une question sur laquelle on réfléchit. On sait si ça nous plaît ou pas. Raisonne-t-on pour savoir si le ragoût est bon ou s'il est mauvais? C'est vraiment là qu'arrive la métaphore. Et s'avisa-t-on jamais, après avoir posé des principes géométriques sur la saveur et défini les qualités de chaque ingrédient, de discuter la proportion gardée par le mélange pour décider si le ragoût est bon? On n'en fait rien. Il est en nous un sens fait pour connaître si le cuisinier a opéré suivant les règles de son art. On goûte le ragoût, et même sans savoir les règles, on connaît s'il est bon. De la même façon que vous n'avez pas besoin de réfléchir ou d'aller voir ce qu'Aristote a dit sur les règles de la cuisine pour savoir si le ragoût est bon, vous le goûtez. L'œuvre d'art, vous êtes en contact avec elle, vous la voyez, vous y participez. Et puis si c'était pas bon, c'était pas bon. Il n'y a pas besoin d'en discuter des heures et des heures. À part si on veut essayer de discuter entre nous pour savoir pourquoi c'était bon ou pas bon, ça c'est toujours agréable d'avoir des discussions comme ça, mais c'est pas ça qui nous amène à décider et à comprendre si elle était bonne ou pas. Vous voyez vraiment l'idée? Donc l'idée, c'est qu'il y a cette analogie avec le goût, de la même façon qu'il suffit de goûter pour savoir si l'aliment est bon, il suffit de goûter l'œuvre d'art,
et on le sait de façon non réfléchie si elle est bonne ou pas bonne. Voilà. Donc ce qui fait qu'elle est bonne, c'est qu'elle nous plaît, qu'elle nous procure une sensation positive et qui est directement ressentie au contact de l'œuvre d'art. Vous voyez vraiment un peu l'idée. Donc cette idée du goût esthétique, elle va prendre, hein, je veux dire, bon, on est tous au courant, c'est vraiment le bon goût, le mauvais goût, tout ça, c'est quand même des termes qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Hein. L'idée de goût, elle est entrée en philosophie. Il y a des historiens en philosophie qui ont retracé vraiment la genèse de l'idée de goût, mais ça vient vraiment de ces siècles-là. Et tout le monde est plus ou moins d'accord après pour dire qu'on connaît l'œuvre d'art, on connaît la valeur d'une œuvre d'art par goût, par une sorte de faculté qui est similaire au goût, direct, émotionnel. Hein. Mais les gens ne sont pas d'accord sur ce que ça implique. Hein, parce que certaines personnes disent « oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons et des mauvais goûts. Hein, » dans le sens où il y a des réactions qui valent mieux que d'autres. Hein. Et ça peut paraître bizarre, parce qu'on a l'impression, voilà, si je bois le bouillon et que j'aime, c'est bon pour moi, et puis si quelqu'un boit le bouillon et qu'il n'aime pas, c'est mauvais pour lui, personne ne va discuter la question, en fait. En vrai, si, mais c'est pas grave. Prenez l'idée que personne ne va discuter la question. On reviendra à ça après. Et ça, c'est ce que Hume appelle la vision sceptique. Hein. Hume a un essai très connu qui s'appelle « Sur la norme du goût », où il commence par présenter la position suivante, en fait. La beauté n'est pas une qualité inhérente aux choses elles-mêmes. Elle existe seulement dans un esprit qui la contemple, et chaque esprit perçoit une beauté différente. Une personne peut même percevoir de la difformité là où une autre perçoit de la beauté. Et tout individu devrait être d'accord avec son propre sentiment, sans prétendre régler ceux des autres. Hein, oui, tu dis pas c'est moche, tu dis j'aime pas, et puis moi j'aime, tu vois. C'est chacun son truc. Chercher la beauté réelle ou la réelle difformité est une vaine enquête, comme de prétendre reconnaître ce qui est réellement doux ou ce qui est réellement amer. Selon la disposition des organes, le même objet peut être à la fois doux et amer, et le proverbe a justement déterminé qu'il est vain de discuter des goûts. Il est très naturel et tout à fait nécessaire d'étendre cet axiome au goût mental aussi bien qu'au goût physique. Le goût mental, c'est le goût pour l'art, par exemple. Et ainsi, le sens commun, qui est si souvent en désaccord avec la philosophie sceptique, se trouve sur un exemple au moins s'accorder avec elle pour prononcer la même décision. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le subjectivisme en esthétique, c'est dire qu'une œuvre est bonne, c'est dire qu'elle plaît, mais ça me plaît à moi, elle est bonne pour moi. Il n'y a pas de standard, vous voyez. Et le truc, c'est que Hume n'est pas d'accord, en fait. Aussi bizarre que ça puisse paraître, parce qu'il est super subjectiviste dans d'autres domaines. Là, il dit non, justement, c'est le domaine où tout le monde est subjectiviste, du coup, je ne vais pas trop l'être, hein, un peu hipster, un peu comme ça. Et il dit, voilà, mais c'est clairement, on dit ça comme ça, mais il y a si on réfléchit bien, il y a des situations dans lesquelles on n'arrive pas à tenir ce principe de subjectivité jusqu'au bout. Hein. Donc il dit la chose suivante, bien que cet axiome, hein, on ne discute pas des goûts, en devenant proverbe, semble avoir mérité la sanction du sens commun, il existe certainement une espèce de sens commun qui s'oppose à lui, ou qui au moins sert à le modifier et à le restreindre. Tout homme qui voudrait affirmer une égalité de génie et d'élégance entre Ogilvy et Milton serait estimé défendre une non moins grande extravagance que s'il avait soutenu qu'une taupinière peut être aussi haute que le Ténérife, ou une mare aussi vaste que l'océan. Le Ténérife est une montagne. Ogilvy, vous ne savez sûrement pas qui c'est, ce qui est bien la preuve de ce que dit Hume, parce que vous connaissez Milton, qui est un poète anglais. Ogilvy probablement aussi, mais personne ne s'en souvient. Donc il dit, voilà, de la même façon que... Voilà, c'est bien, on arrive tous avec notre subjectivisme de bonne loi, oh là là, tous les goûts se valent, etc. Puis il y a quelqu'un qui dit, oui, mais machin, qui est un truc horrible, est aussi bien que, ou voire meilleur que truc, qui est un truc génial. Puis là, on dit, non, mais attends, faut pas pousser exactement, quoi. Donc c'est vraiment l'idée qu'il y a une sorte de tension, qu'on n'est pas subjectiviste jusqu'au bout, quoi. Ce qu'on peut regarder sur Internet, les gens s'engueulent régulièrement. S'engueulent régulièrement. Je me rappelle, j'avais récolté une citation comme ça à un moment que j'utilisais pour illustrer mes conférences là-dessus. C'était quelqu'un qui disait à quelqu'un d'autre qui trouvait que ce truc-là était génial. Il disait quelque chose comme, c'était en anglais, c'était « Félicitations, vous avez réussi à être objectivement wrong, à avoir objectivement tort sur une question subjective. C'est incroyable, c'est comme divisé par 0. » C'était vraiment ça le commentaire. Et puis ça illustre bien un peu l'idée, c'est que oui, on sait que le goût c'est subjectif, mais attends quand même, il y a des limites, quoi. Il y a des moments où tu as objectivement tort. Par exemple, quand tu compares Ogilvy à Milton. Bien qu'on puisse trouver des personnes qui donnent de la préférence au premier, personne ne peut prendre un tel goût en considération, et nous décrétons sans scrupule que le sentiment de ces prétendus critiques est absurde et ridicule. Le principe de l'égalité des goûts, de l'égalité naturelle des goûts est alors totalement oublié, et tandis que nous l'admettons dans certaines occasions, où les objets semblent approcher de l'égalité, cela paraît être un extravagant paradoxe, ou plutôt une absurdité tangible, là où des objets aussi disproportionnés sont comparés ensemble. Donc tout le monde a suivi, hein. C'est l'idée que, oui, c'est bien cette idée de subjectivité, mais en fait on n'est pas subjectiviste jusqu'au bout. Il y a des cas dans lesquels c'est clair qu'il y a une bonne réponse, un bon goût, et qu'il y a un mauvais goût, une mauvaise réponse.
Et ça reflète en fait une notion, une sorte de tension dans l'idée même de goût. Hein. Parce que d'une certaine façon, le goût, c'est effectivement, ça a bon goût, ça a mauvais goût, c'est juste des trucs balancés, c'est subjectif. C'est ce sur quoi insiste l'abbé dans le livre, disait, voilà, raisonne Pons pour savoir si le ragoût est bon ou s'il est mauvais. Mais le goût, c'est aussi un sens qui permet de détecter des choses et qui donc permet d'apprendre des choses sur la réalité. Et c'est ça que souligne Hume, en fait, dans l'essai. Il commence un peu par cette histoire et il dit, il prend un extrait de Don Quichotte où Sancho dit à Don Quichotte « Il y a une bonne raison, dit Sancho, chevalier au grand nez, si je prétends être juge en matière de vin, car c'est une qualité héréditaire dans notre famille. 2 de mes parents furent un jour appelés à donner leur opinion sur un tonneau de vin qu'on supposait excellent, vu son âge et son bon cru. L'un des deux le goûte, le considère, et après mûre réflexion déclare que le vin est bon, si ce n'est un léger goût de cuir qu'il perçoit en lui. L'autre, après avoir usé des mêmes précautions, donne aussi son verdict en faveur du vin, mais avec cette réserve, un goût de fer qu'il peut aisément distinguer. Vous ne soyez imaginés comme leurs jugements furent tournés en ridicule, mais qui fut le dernier à rire? Quand le vin fut bu, on trouva au fond du tonneau une vieille clé attachée à une lanière de cuir. » Donc vous voyez que le goût peut être véridique, hein, il peut détecter des propriétés. S'il y avait eu juste une clé avec du fer, on aurait pu dire l'un a un meilleur goût que l'autre parce qu'il a vraiment détecté les bonnes propriétés du vin. Et on pourrait dire la même chose pour l'art. Peut-être que certains goûts détectent mieux les qualités esthétiques, les propriétés esthétiques de l'œuvre d'art. Et cette tension, en fait, elle est résumée par la dialectique du jugement esthétique que défend Kant. On a bientôt fini le parcours historique, je vous rassure, si vous connaissiez déjà tout ça. Alors, la dialectique du jugement esthétique de Kant, qu'est-ce que c'est? C'est que Kant ne pense pas que la beauté est à l'intérieur des objets. C'est vraiment quelque chose qu'on attribue aux objets parce qu'on ressent les objets comme beaux. Mais en même temps, il dit, voilà, le jugement esthétique, il se distingue du jugement de goût, par exemple le goût d'un gâteau, le goût d'un ragoût, parce que, en fait, nous attribuons intuitivement, naturellement, une portée universelle à nos jugements sur le beau, que nous n'attribuons pas à nos jugements sur le fait de savoir si la raclette est bonne. Donc je prends une citation pour vraiment voir ce qu'il dit. « Dans tous les jugements par lesquels nous déclarons que quelque chose est beau, nous ne permettons à personne d'être un autre avis, sans toutefois fonder notre jugement sur des concepts, mais en y mettant pour fondement que notre sentiment, non pas donc en tant que sentiment personnel et privé, mais en tant que sentiment commun. » Ou cet extrait, « Il serait ridicule que quelqu'un qui se pique d'avoir du goût songeât à s'en justifier en disant « Cet objet, l'édifice que nous avons devant les yeux, le vêtement que porte tel ou tel, le concert que nous entendons, le poème qui se trouve soumis à notre appréciation, est beau pour moi. » J'ai jamais vu Kant donner autant d'exemples en une seule phrase. C'était un grand jour. Car il n'a pas lieu de l'appeler beau si ce dernier ne fait que lui plaire à lui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir pour lui de l'attrait et de l'agrément, mais de cela personne ne s'en soucie. En revanche, il affirme que quelque chose est beau, c'est qu'il attend des autres qu'ils éprouvent la même satisfaction. Il ne juge pas pour lui seulement, mais pour tout le monde, et il parle alors de la beauté comme si c'était une propriété des choses. C'est pourquoi il dit « cette chose est belle », et ce en comptant sur l'adhésion des autres à son jugement, exprimant la satisfaction qui est la sienne, non pas parce qu'il aurait maintes fois constaté que leur jugement concordait avec le sien, mais bien plutôt il exige d'eux cette adhésion. S'il juge autrement, il les en blâme et leur dénie ce goût, dont par ailleurs il affirme qu'il doit l'avoir. Donc l'idée de Kant, c'est qu'il y a quelque chose de très spécial quand on analyse la façon dont on parle du beau et des propriétés esthétiques associées. C'est que quand on parle du ragoût, si on reprend l'exemple du ragoût et qu'on dit c'est bon, je parle juste pour moi. Et puis si quelqu'un d'autre me dit ah non, c'est pas bon, on fait ouais, bon, chacun son goût, quoi. Puis voilà. Mais quand on dit non, quand on parle du beau, quand on parle des propriétés esthétiques, on veut que les autres soient d'accord avec nous, on pense qu'ils doivent être d'accord avec nous. On fait comme si notre jugement avait une sorte de validité universelle, vous voyez. Alors qu'en fait, il est fondé sur un sentiment personnel. C'est ça la dialectique. C'est de la même façon que le jugement sur le ragoût, le jugement d'art, il est fondé sur un sentiment, l'expérience personnelle qu'on a en goûtant l'œuvre d'art, mais on va au-delà, on veut que cette satisfaction vaille pour tout le monde. Et l'idée, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce qui fait cette spécificité du jugement sur le beau. Voilà. Donc, c'est OK pour tout le monde là-dessus? Est-ce que je perds du temps à vous dire la réponse de Kant ou est-ce qu'on passe à autre chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut à tout prix savoir la réponse de Kant? Tout le monde s'en fout de Kant. C'est pas grave. Disons qu'en tout cas, la réponse de Kant n'est pas gardée aujourd'hui, mais que par contre, il y a vraiment cette idée au cœur de la philosophie de l'esthétique, qu'il y a vraiment quelque chose de spécial avec le jugement esthétique. C'est-à-dire que d'un coup, vous avez des jugements très clairs, c'est des jugements sur les faits. Par exemple, je vais vous dire, est-ce que cette table est rectangulaire? Et puis là, si je dis que c'est rectangulaire et que quelqu'un me dit le contraire, je vais dire non, mais en fait, il y a une bonne réponse, quoi. C'est pas, pour moi, c'est rectangulaire, pour toi, c'est pas rectangulaire, quoi. Et ça, les gens disent, bon, c'est pas trop problématique, les jugements de fait, ils prétendent à la validité universelle, mais ils sont pas fondés sur un sentiment subjectif. À l'inverse, vous avez des jugements de goût
qui sont basés uniquement sur un sentiment subjectif. J'aime les cheeseburgers, puis c'est chacun son goût. Ça pose pas de problème parce que c'est fondé sur un sentiment subjectif. Et puis il y a les jugements esthétiques qui sont vraiment bizarres parce qu'ils sont intermédiaires. Ils sont fondés sur un sentiment subjectif, mais ils prétendent à la même validité universelle que les jugements de fait. Oui. Si on avait dit j'aime le chant du rossignol, ça aurait... Alors c'est pas pareil. L'idée c'est que c'est subjectif. On dit voilà, j'aime le chant du rossignol, je parle juste de moi. Je n'attribue pas une propriété universelle au chant du rossignol. Ouais. Voilà, c'est un peu l'idée. Tu dis pas que les épinards c'est pas bon, tu dis que t'aimes pas ça, quoi. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Tu parles juste pour toi. Parce que si quand tu dis que c'est pas bon, tu parles pour tout le monde. Je pense que vous avez tous eu des remarques un peu comme ça des fois. On dit pas c'est pas bon, on dit j'aime pas. Oui. Est-ce que c'est clair que le champ un peu de la nourriture est sur ce côté et le champ de l'art de ce côté? Parce que pour moi personnellement, ça serait vraiment l'inverse. Alors tout à fait, je suis à peu près d'accord avec vous, c'est pas du tout clair. Moi l'exemple que je prends, parce que je viens d'une famille italienne, c'est que si vous dites voilà les pâtes au ketchup c'est bon, vous allez déclencher des guerres internationales, quoi. Effectivement qu'il y a une bonne réponse à la question et que c'est non. Mais bon, je vais y revenir justement. Mais déjà, c'est pas vraiment si clair que ça, hein. Je suis complètement d'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais c'est pas clair qu'en fait les gens sur la bouffe ils se disent juste oui chacun son goût, quoi. Les gens sont capables de s'étriper énormément aussi sur des questions de gastronomie. Et c'est de plus en plus reconnu, hein. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur la bouffe dans le champ de la philosophie de l'art, donc en esthétique en général. Donc on revient un peu à l'esthétique au sens large inclus. Dans les 10-15 dernières années, il y a de plus en plus de trucs en philosophie de l'art qui touchent vraiment un peu tout ce qui est les débats en disant que notre vie gastronomique est un peu plus complexe que l'image que Kant laisse entendre, où c'est tout le monde serait comme ça, oui, bah, chacun son goût, puis pas de problème, quoi. C'est évident, je suis complètement d'accord avec vous, quoi. Mais bon, faisons semblant, parce que c'est comme ça que le problème est posé. Et donc voilà, j'arrive à la fin de ma revue de la littérature, hein. Donc c'est pas moi qui invente ça, hein. C'est par exemple si vous prenez l'article de la Stanford Encyclopedia of Philosophy sur le jugement esthétique, qui a été updaté depuis pour dire des choses gentilles à mon sujet. On trouve cette chose-là. Nous pouvons résumer la situation de la façon suivante. Les jugements esthétiques occupent une position intermédiaire entre les jugements sur l'agréable et les jugements sur l'agréable et le désagréable, et les jugements empiriques portant sur le monde extérieur. Les jugements esthétiques ressemblent aux jugements empiriques dans la mesure où ils ont une validité universelle, mais ils en diffèrent dans la mesure où ils sont formulés sur la base d'une réponse ou d'une expérience subjective intime. Et plus bas dans l'article, ils disent, voilà, comprendre comment c'est possible et qu'est-ce qui fait que les jugements esthétiques sont comme ça, c'est la big question, avec des majuscules à big et à question, de l'esthétique, quoi. C'est vraiment... bon, après, le type qui a écrit l'article est un peu biaisé, parce que c'est son sujet d'étude, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une question importante en philosophie de l'art. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que cette idée que, intuitivement, naturellement, on a tendance à considérer que nos jugements esthétiques sont universellement valides, c'est utilisé comme argument pour défendre des théories comme le réalisme esthétique. Donc qu'est-ce que c'est le réalisme esthétique? C'est l'idée que la beauté et d'autres propriétés, la grâce, l'élégance ou la laideur, sont vraiment dans les choses, en fait. C'est pas nous qui les projetons à partir de notre sentiment, ce sont pas des choses qui sont mind-dependent, au sens où les choses sont belles parce qu'elles nous plaisent, c'est des choses qui existent dans les objets et que nous découvrons, que nous avons le plaisir de découvrir. Et c'est là souvent que je perds les gens, parce qu'en vrai, personne accepte, à part des philosophes, personne défend cette théorie en général. On va voir, on va voir. Mais justement, une des... voilà, bon là c'est des livres qui défendent ça. Par exemple, en anglais, vous avez The Metaphysics of Beauty de Nick Zangwill. Et moi, quand je vois la couverture, j'ai quand même envie de me poser des questions sur l'expertise du type en matière de beauté. Et vous avez aussi La beauté des choses en français, écrit par Sébastien Réau, qui sont vraiment des défenses du réalisme esthétique. Et l'un des arguments majeurs en faveur du réalisme esthétique est utilisé, c'est que nous avons en général le sentiment que nos jugements esthétiques ont une validité universelle. Ça, c'est vraiment le constat kantien et même humien. La meilleure explication pour ce sentiment, c'est que le sens commun est réaliste au sujet des propriétés esthétiques. Pourquoi nous avons l'impression que nos jugements sur le beau doivent être universels? Parce que nous considérons le beau comme une propriété intrinsèque des objets, comme une propriété réelle qui ne dépend pas de notre esprit. Donc le sens commun est réaliste au sujet des propriétés esthétiques. Toutes choses étant égales par ailleurs, une théorie qui respecte le sens commun est meilleure, c'est-à-dire si on n'a pas d'argument pour ou contre les concurrents, hein, c'est vraiment si on prend les choses à la base.
Donc, toute chose étant égale par ailleurs, le réalisme esthétique est la meilleure théorie, et les théories adverses doivent expliquer comment le sens commun peut se tromper massivement, c'est-à-dire que le fardeau de la preuve revient aux relativistes, aux sceptiques, à celui qui pense qu'il n'y a pas de propriété esthétique, parce que clairement, les gens pensent qu'il y a des propriétés esthétiques objectives, c'est pour ça qu'ils universalisent leur jugement, et donc tu dois expliquer pourquoi les gens se trompent massivement. C'est vraiment un des arguments majeurs pour le réalisme esthétique tel qu'il est défendu aujourd'hui. Et du coup, je pense que vous le sentez venir. Oui. Juste une question sur les jugements esthétiques. Est-ce qu'ils sont compris là dans un instant T, en fait, c'est un jugement qu'on émet à un instant, ou est-ce qu'ils sont perçus dans je sais pas, une possible évolution est-ce que ça postule que ça ne bouge pas, ou est-ce que ça postule qu'on peut avoir différents jugements sur une... Alors, l'idée, c'est que tu peux changer de jugement sur un objet, mais qu'à chaque fois que tu fais ce jugement, tu penses que ce que tu dis est universel. S'il est correct, il est correct pour tout le monde, tu vois. De la même façon que tu peux changer sur l'idée d'opinion sur la forme de la table parce que tu l'avais mal vue, mais à chaque fois que tu formules une opinion sur la forme de la table, bah, tu penses que cette opinion, elle vaut pour tout le monde, quoi, dans ce sens-là. Est-ce que c'est assez clair ? Ouais. Donc là, l'idée, c'est... alors c'est important de voir que la thèse de Kant, c'est pas qu'on pense que les gens partagent notre avis, hein, on sait très bien que les gens ne partagent pas notre avis, c'est qu'on pense que les gens devraient partager notre avis, dans le sens où ils se trompent s'ils ne le partagent pas. Vous voyez un peu la différence ? Donc il n'y a pas l'idée d'un accord, c'est pas l'idée qu'on arrive avec l'idée que tout le monde va être d'accord, c'est qu'on a l'idée que les gens, s'ils ne sont pas d'accord avec nous, ils se trompent, ou en tout cas nous, on se trompe. Que c'est pas possible qu'il y ait une sorte de norme, quoi. Qu'on ne peut pas dire chacun son coup, c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Donc du coup, je pense que vous voyez un peu jusqu'où ça va. Hein. Bah, la question, en gros, qu'on peut se poser, c'est celle de savoir, mais est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que cette big question de l'esthétique, qui est expliquer comment ça se fait que les jugements esthétiques ont une validité universelle, ou au moins pourquoi on prête une validité universelle au jugement esthétique, bah, est-ce que c'est vrai en fait qu'on prête une validité universelle au jugement esthétique? Oui. Moi j'ai une question parce que le réalisme c'est aussi ce qui était dans l'article, mais Ouais. est-ce que ça... Il y a une notion de sentiment, enfin comme le sentimentalisme écossais, Ouais. au sens où on doit, vu que c'est des propriétés qui sont dans les objets, on a un sens du beau, où ils doivent stipuler qu'on a une sorte de sens qui nous donne accès à Tout ces à fait. propriétés, ou le sens commun c'est qu'on s'accorde juste dans Alors, le discours. L'idée, c'est que sens commun, c'est juste le constat de base sur lequel Kant appuie son argumentation, c'est que on considère que quand on dit que quelque chose est beau, ça doit valoir pour les autres. Hein. Donc c'est vraiment, là, c'est pas la faculté par laquelle on connaît la beauté, c'est vraiment l'idée que ce qui nous donne à penser que le sens commun est réaliste, c'est qu'il se dit, voilà, quand je fais un jugement, c'est valable pour les autres, c'est pas juste beau pour moi, c'est beau en général. Après, effectivement, la question si vous êtes réaliste, la question de savoir comment on connaît la beauté, c'est une autre question. Ça va sûrement mettre en jeu des facultés. Par exemple, effectivement, certains philosophes écossais comme c'était Hutcheson, supposent qu'il y a une sorte de sens du beau, un organe du beau, mais ils supposent qu'il y a aussi un organe de la morale qui permet de voir les propriétés morales. Mais là, ce n'est pas cette question-là. Vraiment, la question, c'est le constat de départ, l'idée que le réalisme esthétique est un peu la position par défaut, parce que c'est la seule qui est capable de rendre correctement compte du fait que on considère que nos jugements esthétiques ont une validité universelle, en fait. Et du coup, la question, c'est de savoir, mais est-ce que c'est vrai que les jugements esthétiques ont une validité universelle? Et moi, pourquoi je me suis mis à travailler là-dessus? Ben, j'étais juste en train de m'engueuler avec des profs de philo. Clairement, parce que vraiment, quand tu fais en tout cas, je ne sais pas en Suisse, mais en France, quand tu fais la séance sur l'art, sur la philosophie et sur le beau, tu fais forcément Kant. Hein, et cette idée que... je veux dire, tu es obligé de le mettre à l'examen au bac, hein, si tu veux réussir, l'idée que « Ah, mais le beau, c'est pas pareil que le ragoût, hein. Quand on dit que quelque chose est beau, c'est forcément universel. » Et vous voyez que chez Kant, ça repose vraiment sur des observations un peu anthropologiques. Hein. On ne dirait pas que c'est beau juste pour nous, on n'accepterait pas, etc. Et il y a vraiment cette idée, c'est clair, c'est intuitif que quand on dit que quelque chose est beau, on dit quelque chose d'un peu différent que quand on dit que voilà, ce plat est bon pour moi, quoi. Et ce qu'on voulait voir, c'est est-ce que c'est vraiment le cas? Et ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait s'appuyer sur des travaux qui existaient déjà, parce que les gens s'étaient déjà posé la question en psycho et en philosophie expérimentale sur la morale, en fait. Il y avait déjà eu un certain nombre de travaux sur le réalisme moral, c'est-à-dire est-ce que les gens pensent que les vérités morales sont objectives ou est-ce que c'est juste relatif, subjectif, ça dépend des gens. Il y avait eu quelques études, pas énormément. Une première étude en 2004, c'était juste intéressé de savoir est-ce que ça change quelque chose d'être pas réaliste moral. Donc c'était une étude de Sean Nichols qui interrogeait des gens, puis essayait de voir s'ils étaient réalistes moral ou pas. Alors comment on fait pour voir si les gens sont réalistes moral ou pas? Il dit voilà, imaginez qu'il y a John et Fred, ce sont des membres de cultures différentes. Ça c'est important parce qu'il y a des fois certaines formes de relativisme qui disent qu'il y a des vérités morales,
mais qui sont valables à l'intérieur d'une culture. Donc les gens peuvent avoir tort à l'intérieur de leur culture. Par exemple, si dans ma culture, c'est très très mal de manger des chaussons aux pommes et que je dis c'est bien de manger des chaussons aux pommes, ben, je peux avoir tort, même s'il n'y a pas de vérité morale absolue, même si la vérité est relative à ma culture. C'est pour ça que c'est important d'avoir des interlocuteurs de cultures différentes. Tout le monde voit le truc. Donc John et Fred sont des membres de différentes cultures et ils sont en train de discuter. John dit c'est tout à fait ok de taper les gens juste parce que tu en as envie. Et Fred dit ah ben non, c'est pas ok de taper les gens juste parce que tu en as envie. C'est très profond. John dit ensuite écoute, tu as tort, tous les gens que je connais sont d'accord pour dire que c'est ok de faire ça, quoi. Et puis Fred répond ah non, c'est toi qui te trompes parce que tous les gens que je connais moi, ils sont d'accord pour dire que c'est pas du tout ok de faire ça, quoi. Grande argumentation de haut niveau. Et puis après on dit voilà, choisissez parmi les options suivantes celles qui caractérisent le mieux leur vue. Donc ça c'est des questions pour savoir si les gens ont bien compris le texte. Puis après on leur demande voilà. Est-ce qu'on leur demande de choisir entre deux descriptions? C'est ok de frapper les gens juste parce que tu en as envie, donc John a raison et Fred a tort. Ce n'est pas ok de frapper les gens juste parce que tu en as envie, donc Fred a raison et John a tort. Et il n'y a pas de fact of the matter, il n'y a pas de fait au sujet de ce genre d'affirmation. Des cultures différentes croient des choses différentes et ça n'est jamais absolument vrai ou faux de dire que c'est ok de frapper des gens juste parce que tu en as envie, quoi. Donc l'idée c'est que là, les gens qui étaient identifiés comme non réalistes, c'est ceux qui choisissaient la troisième option, qui disaient bon, il n'y en a pas un qui a tort, il n'y en a pas un qui a raison, ça dépend. Voilà. Et en gros, ce que faisait l'article, c'était pas d'essayer de quantifier si les gens étaient réalistes ou pas, c'était de voir si ça changeait quelque chose dans leur vie morale. Donc ensuite, par exemple, on leur posait des questions, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez de la séance sur la morale, mais sur est-ce que ces gens continuaient à faire une différence entre les règles morales et les règles conventionnelles? Et en fait, ça ne changeait rien. Enfin, à des questionnaires moraux classiques, les gens étaient à peu près pareils. Le fait d'être anti-réaliste n'avait pas l'air de changer grand-chose à leur vie morale. C'était vraiment un truc un peu sceptique, disant ça c'est une position philosophique, mais dans la pratique, ça ne change rien, quoi. Mais en 2008, il y a eu deux articles qui cherchaient à défendre l'idée que les gens, en fait, le consensus en général en philosophie morale, c'est que les gens sont très clairement réalistes moraux d'un point de vue naïf. Et c'était des articles qui cherchaient à défendre l'idée que finalement, en fait, ça n'est que partiellement, ils sont réalistes sur certaines questions morales et pas réalistes sur d'autres, en fait. On ne peut pas dire qu'ils sont réalistes tout court. C'est-à-dire que ça va vraiment varier selon les sujets. Donc là, par exemple, c'est un article où on donnait aux gens 4 crimes différents qui étaient censés être variés en termes d'intensité. Un cas de fraude aux impôts, c'est la France, c'est pas grave. Un cas de vol, quelqu'un qui vole d'argent, quelqu'un qui aime torturer des animaux, et quelqu'un qui en tue un autre pour hériter de l'argent. Et après, on leur demandait, voilà, imaginez que Jules et Marc sont tous les deux au courant, ils sont issus de cultures différentes, ils échangent leur avis. Ce qu'a fait cet homme est mal, non, ça n'est pas mal. Puis on demandait aux gens, c'est quoi la meilleure description? Il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. Ils ont tous les deux raison, ils ont tous les deux tort, ou ni l'un ni l'autre n'a raison, parce que ça n'a pas de sens de parler d'avoir raison ou d'avoir tort dans ce cas-là, quoi, en fait. Et là, vous avez le pourcentage de personnes qui disent bon, il y en a forcément un qui a raison et l'autre qui a tort. Puis vous voyez que sur le meurtre, les gens sont quasiment à 100%. Mais sur la fraude, les gens sont plutôt sur moitié-moitié, quoi. C'est je sais pas. Voilà. Bon, ça, c'est un papier qui était paru en français, donc il n'a pas eu beaucoup de retentissement. Mais il y a eu en même moment un papier publié en anglais par des psychologues très connus qui explorait justement la psychologie de la métaéthique. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils donnaient aux gens des énoncés, par exemple. Et ils avaient des énoncés moraux à peu près consensuels et des énoncés moraux beaucoup plus discutés. Donc, par exemple, là, ils disent, voilà, dans consensuel, on a ouvrir le feu dans une rue d'une ville où il y a beaucoup de foule est une action moralement mauvaise, quoi, par exemple. Je pense que là, il n'y a pas trop de doute. Puis des choses beaucoup plus difficiles. Par exemple, avant le 3e mois de grossesse, l'avortement est moralement permissible, quelle qu'en soit la raison, ou aider un ami qui est malade à mourir pour ne pas continuer à souffrir est moralement permissible, qui sont quand même des questions un peu plus chaudes, on va dire, sur lesquelles vous avez plus de contraste. Puis on demandait aux gens, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça? Et on leur disait encore une fois, imaginez qu'un autre participant ait donné une autre réponse que la vôtre, donc il n'est pas d'accord avec vous. Quelle est la meilleure description de la situation? L'autre personne a forcément tort, is surely mistaken.
il est possible que ni vous ni l'autre personne ne vous trompiez. Il est possible que vous vous trompiez et que l'autre personne ait raison, ou autre. Et donc la 2 était prise comme un rejet de l'objectivisme. C'est l'idée qu'il n'y a personne qui a raison et qu'il n'y a personne qui a tort. Ça pourrait être une sorte d'indifférence dans laquelle personne a raison et personne a tort. Et en gros, ce qu'il trouve, c'est que si vous prenez des énoncés qui ne sont pas des énoncés moraux, mais qui parlent de faits, hein, par exemple, l'évolution s'est bien produite, la Terre est ronde, ces trucs-là, la plupart des gens choisissent la réponse, c'est objective. Hein, voilà, vous avez entre 90 et 80% de gens qui disent bon, bah, y a forcément une personne qui a raison et l'autre qui a tort. Il y en a très peu qui choisissent personne a raison et personne a tort. Et sur l'éthique, bah, en fait, c'est hyper variable selon les questions. Hein. Par exemple, si vous prenez cambrioler une banque, bon, les gens sont plutôt à 83% pour dire que c'est clairement mal. Si vous prenez le cas par contre de l'avortement et de l'euthanasie, les gens sont plutôt à 20%, 15% pour dire que c'est clairement, qu'il y a vraiment une réponse objective, quoi. La plupart sont plutôt du genre, hey, il n'y a pas forcément de bonne réponse, quoi. Alors il y a plein de problèmes méthodologiques, je pense qu'ils peuvent vous venir en tête. Mais disons que c'est des choses qui ont été discutées dans d'autres études après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que le but c'est de revenir maintenant un peu à l'esthétique. Bah, l'idée c'était de faire un peu la même chose sur l'esthétique, et donc c'est ça qu'on a fait. Et à la base, c'était vraiment pas pour publier l'étude, hein, c'était vraiment juste pour emmerder des profs de philo. C'était juste pour gagner un débat sur Internet, mais on a réussi à publier l'étude après. Comme quoi, finalement, des fois, on perd pas toujours son temps. Mais faites pas ça, en général, ça, c'est pas très productif. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on a donné aux gens des vignettes dans lesquelles on a deux personnes qui discutent entre elles. Les personnes s'appellent toujours Agathe et Ulrich, parce que mon co-auteur, qui s'appelait Nicolas Pin, est très fan de Robert Musil, que moi, j'ai jamais lu, donc je ne comprends pas trop le délire. Mais donc, tous les personnages sont inspirés, ont des noms de Robert Musil. Et à chaque fois, il y a un des personnages qui dit « Ah, ça, c'est beau », dans l'expérience 1, ou « Ah, ça, c'est laid », parce qu'on a fait une expérience aussi sur le lait. Et l'autre lui dit « Ah, non, non, bah, ça n'est pas beau », ou « Non, non, ça n'est pas laid ». C'est vraiment le désaccord minimal. Et puis, on demande aux gens quelle est la meilleure description de la situation. L'un des deux a raison, l'autre a tort. Ils ont tous les deux raison, ils ont tous les deux tort. Aucun d'entre eux n'a tort ou raison. Il est absurde de parler en termes d'avoir tort ou d'avoir raison sur de tels sujets. C'est à chacun son avis. Et on avait, par exemple, un exemple de vignette. Hein. Agathe et Ulrich sont en vacances dans une maison à la campagne. Alors qu'ils se promènent dans le jardin, ils entendent le chant d'un rossignol. Agathe dit « Ce chant est très beau ». Ulrich répond « Non, ce n'est pas beau ». Alors on a pris le chant du rossignol parce que c'est l'exemple du truc beau par excellence dans la critique du jugement de Kant. Il faut savoir que la critique du jugement de Kant, c'est c'est un incontournable de la philosophie de l'art, mais il n'y a quasiment pas d'exemple artistique dedans. Et vraiment, pour Kant, de toute façon, le beau naturel est toujours meilleur que le beau humain, quoi, que le beau artistique. Et donc, un des rares exemples qui est connu, c'est celui-là, donc on l'a utilisé. Mais on a utilisé plusieurs exemples. Donc, en fait, on a donné aux gens 15 cas de désaccord. Il y en avait 3 qui portaient sur le jugement « Est-ce qu'une œuvre d'art est belle ?» Donc, on avait plusieurs œuvres d'art. 3 désaccords où on attribuait, les gens discutaient pour savoir si quelque chose de naturel était beau, donc le chant du rossignol, les chutes du Niagara, la structure d'un flocon de neige, des choses comme ça. 3 scénarios dans lesquels on donnait des photos de gens supposés être beaux aux gens, puis on disait « Ah, regarde, il y a quelqu'un qui dit « Ah, bah lui, il est trop beau », et puis l'autre, il n'est pas beau, etc. Je ne me rappelle même plus, c'était il y a trop longtemps. Mais puis après, on avait des scénarios contrôle. On avait 3 cas où les gens ils étaient en désaccord sur des trucs qui étaient censés être plutôt des cas de fait, hein, pour bien comparer. Donc il y en a un qui disait « Ah, c'est Proust, l'auteur de La recherche du temps perdu », puis l'autre disait « Non ». Et puis on disait aux gens « Est-ce qu'il y a vraiment une bonne réponse ou pas, quoi ?» Et puis on avait des cas de scénarios qui étaient censés être les cas, justement, de jugement vraiment très subjectifs. Par exemple, est-ce que les choux de Bruxelles sont bons? Alors peut-être qu'on a un peu forcé sur l'exemple, parce que c'est quand même un truc un petit peu presque objectif, je dirais, mais est-ce que les pâtes au ketchup sont bons? Est-ce que la soie est plaisante au toucher? Puis il y a quelqu'un qui disait « Ah oui, c'est très plaisant », l'autre disait « C'est pas plaisant », voilà. Pareil, bon là vous avez les exemples pour les trucs laids, mais je vais pas rentrer, c'est un peu la même idée. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Ben là, à chaque fois, il y avait 3 vignettes. Donc là, c'est le nombre de vignettes dans lesquelles les gens ont dit clairement la réponse, il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. Donc vous voyez que pour les faits, en général, les gens sont un peu au taquet, quoi. C'était des faits objectifs, il y en a forcément un qui a raison et l'autre qui a tort. Pour les trucs très subjectifs, la bouffe, tout ça, bah, vous voyez que les gens sont très en bas. Hein. Et pour le beau, les gens sont là, quoi. Donc plutôt bas, en fait, hein, en général. Puis il n'y a pas de différence vraiment entre l'art, la nature, les corps humains, etc. Les gens étaient plutôt du genre, bah, il n'y a pas de bonne réponse, hein, c'est le beau, c'est chacun son avis. Et puis, c'était à peu près la même chose pour le lait, un tout petit peu plus haut quand même, mais pas massivement. Vous voyez qu'en général, les gens sont plutôt à dire, bon, bah, le fait de savoir si quelque chose est laid,
c'est plus ou moins subjectif. Hein. Le cas où il y avait le plus d'objectivité, c'est pour savoir si les êtres humains sont beaux ou sont laids. Mais même là, ça restait quand même assez bas. Donc on avait vraiment quelque chose où les gens étaient plutôt du genre, bof, on s'en tamponne un peu le coquillard, c'est vraiment chacun son goût, quoi. Alors il y a plusieurs objections qu'on peut faire à ça, il y a plein d'objections, je ne vais pas toutes les faire, mais je vais faire celles auxquelles je peux répondre, parce que c'est comme ça que ça marche, non je plaisante. Mais celles qui sont intéressantes, une chose qu'on pourrait dire, mais c'est que justement, mais on pourrait dire que, ce que disait Hume, c'est que dans l'absolu, les gens vont être subjectivistes, mais si on leur fait des comparaisons, par contre, là, ils vont plus l'être. Si on leur donne des trucs bien vaches. Ben justement, ce qui m'a toujours fait horriblement rire, c'est que si vous prenez le papier des psychologues sur la morale, ben, ils avaient une condition contrôle de trucs clairement subjectifs, et c'était l'art. Rien que ça, je trouve ça hilarant, quoi. C'est genre un truc clairement subjectif. Bah l'art, bah oui, bien sûr, l'art, c'est clairement subjectif, quoi. Et tout le monde est d'accord avec ça. Il y a juste les philosophes qui sont pas d'accord en général. Personne voit de problème. Et donc ils avaient aussi quelques énoncés sur l'art. Et puis il y en avait qui étaient bien costauds quand même, du genre Shakespeare était un meilleur écrivain que Dan Brown. Et Miles Davis était un meilleur musicien que Britney Spears, qui a été remplacé par Frank Sinatra, était un meilleur musicien que Michael Bolton. Je sais pas qui est Michael Bolton. Je suis nul en musique. Qui sont censés être des comparaisons quand même un peu, voilà. En tout cas, Shakespeare et Dan Brown, pour moi, c'est la plus claire, parce que niveau musical, j'ai aucun avis, en fait, donc je ne sais pas trop ce qu'a chanté Miles Davis. J'ai plus d'idées sur Britney Spears, mais ce n'est pas ma faute. Et bon, en fait, en général, même les gens étaient très, très subjectivistes. Ça, c'est le pourcentage de gens qui ont donné la réponse objectiviste pour les trucs qui appartiennent au domaine du goût, hein, et de l'art. Puis là, vous voyez que même pour les écrivains, il n'y a que 25% qui pensent que le fait de savoir si Shakespeare est un meilleur écrivain que Dan Brown est une vérité objective, quoi. C'est-à-dire que... puis c'est 17% pour Miles Davis versus Britney Spears, etc. Donc là, même pour les trucs comparatifs, on est très très bas. Et une autre chose qu'on pourrait se demander, c'est oui, mais là, on leur demande de juger des jugements d'autrui, mais pas des jugements qui leur tiennent à cœur. Donc on pourrait... peut-être que c'est ça qui joue. Donc on a fait une troisième expérience dans laquelle on a demandé aux gens d'abord, pensez à une œuvre d'art que vous trouvez particulièrement belle, puis indiquez le nom de cette œuvre. Donc, maintenant, imaginez que quelqu'un que vous rencontrez quelqu'un qui n'aime pas du tout cette œuvre, alors que vous lui dites que cette œuvre est très belle, lui vous répond que cette œuvre n'est pas belle. Voilà, donc on a encore... et là on a dit, d'après vous, l'un a raison, l'autre a tort. Vous avez une question? Non, j'ai cru voir un mouvement... Vous avez le même genre de questions, et là, en gros, on a à peu près ça, quoi. En gros, les gens s'en foutent. Les gens disent quand même qu'il n'y a pas une bonne réponse et une mauvaise réponse, même si on leur a demandé une œuvre qui leur tient à cœur. Donc ça, c'est l'expérience de base. Et donc, ça suggère que c'est pas évident que les gens trouvent qu'intuitivement, il y a quelque chose de spécial au sujet du jugement esthétique et qui lui attribuerait une dimension normative. Et alors, peut-être que ça vous paraît complètement évident, mais on a quand même eu pas mal de retours... des philosophes de l'art qui disaient « Ah, c'est quand même bizarre, quoi. Il doit y avoir un problème avec l'étude, quoi. » Oui. Est-ce que ce que certaines personnes veulent dire qui est plutôt universel objectif comme du jugement d'art, peut-être pas dire ça comme ça, mais les gens vont dire non, en vrai, ça dépend des jugements de chacun. Ouais. Mais en fait, si on a l'impression que c'est objectif, c'est parce qu'on a l'impression de plus facilement faire changer les gens d'avis. Ah. Le goût culinaire, c'est dur de faire changer quelqu'un de goût, alors qu'une œuvre d'art, si on lui explique, je sais pas, le contexte, d'être attentif à certains endroits de l'œuvre, on pourra plus facilement changer la vie. Alors moi, ça, c'est justement ce que je pointe du doigt pour expliquer un truc dont on va parler après, c'est pourquoi est-ce on débat pas sur la bouffe, sauf dans certains cas, et pourquoi on débat plus de l'art, c'est parce qu'en général, sur la bouffe, ça sert à rien. Mais est-ce que ça expliquerait pourquoi les gens trouvent ça subjectif? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a plein de débats sur lesquels... Alors, c'est assez... alors, c'est dommage, je n'ai pas pris ces études-là. C'est assez amarrant que vous disiez ça, parce que il y a pas mal d'études qui ont regardé un peu ce que les gens considèrent comme étant vraiment des choses qui sont constitutives de leur identité, qu'ils ne voudraient pas changer. Et les goûts artistiques, souvent, ça en fait vachement partie. Donc, au moins pour les gens, il y a un peu cette idée que les goûts d'une personne, ça fait vraiment partie de sa personnalité. Ce n'est pas un truc périphérique qu'on pourrait facilement changer, je pense, mais peut-être, je ne sais pas, effectivement. Mais effectivement, il y a cette idée, pour anticiper un peu sur la semaine prochaine, parce que je ne comptais pas en parler, il y a des expériences qui ont été faites sur est-ce que la personne est la même personne si après une lésion au cerveau, elle a changé tel ou tel aspect de sa personnalité. Puis les goûts esthétiques, c'est... Voilà, les goûts culinaires, en général, les gens s'en foutent. Hein. Voilà, si vous aimiez les épinards avant la lésion, puis le coup au cerveau vous fait que vous détestiez les épinards, ça ne va pas beaucoup changer. Mais disons que si par exemple vous étiez fan de hard rock, puis que vous devenez un grand consommateur de musique classique qui déteste le rock après la lésion, il y a des gens qui vont dire quand même que vous avez sacrément changé, quoi. C'est pas clair que vous soyez exactement la même personne, quoi. Donc les goûts artistiques, il y a l'idée que c'est quand même un côté un peu stable. C'est pas parce que c'est possible de les changer, ça veut pas dire que c'est constitutif.
Ouais, conceptuellement, c'est différent, mais j'ai l'impression que les gens considèrent ça comme un truc stable en général, un peu. Mais ouais, peut-être, effectivement. Je crois pas qu'il y ait de choses qui aient vraiment exploré cette possibilité, sur la possibilité de changer ces choses-là. Là, je garde en tête. En général, une objection... alors, il y a quelques questions sur le texte avant. Quelqu'un qui m'a envoyé cette question. Concernant le texte, hein, je comprends pourquoi la prémisse 2, que mon jugement esthétique est universellement valide, ne tient pas la route. Peut-on changer cette prémisse en mon jugement esthétique devrait être universellement valide, mais j'accepte le fait qu'en pratique, ce n'est pas le cas. La normativité pourrait donc être sauvée dans cette critique. Alors, ce qu'on critique dans l'étude, c'est l'idée que la plupart des arguments en faveur du réalisme esthétique partent sur l'idée que c'est clair que les gens pensent que leur jugement est universellement valide au sens où ça devrait être le cas. C'est pas que les gens pensent que leur jugement est partagé, mais pensent que leur jugement devrait être partagé. Donc, le réaliste esthétique, il pourrait dire, voilà, si j'arrivais à prouver que mon jugement esthétique devrait être universellement valide, bah, ce serait un bon argument pour le réalisme esthétique, parce qu'on ne voit pas pourquoi mon jugement esthétique devrait être universellement valide s'il n'y a pas de réalité esthétique. Mais par contre, comment est-ce qu'il ferait pour prouver que le jugement esthétique devrait être universellement valide ? Là, l'idée, c'est que dans l'argument classique, c'était simple, c'est que tout le monde est d'accord avec ça, quoi, en fait. Tout le monde est d'accord avec qui. C'est une sorte d'observation naturelle que quand on dit que quelque chose est beau, on pense que les gens devraient être moralement, devraient être d'accord avec nous du point de vue esthétique. Là, il faudrait réussir à prouver ça sans passer par l'idée que c'est clair parce que tout le monde le pense, quoi. Donc, il me semble que l'argument est quand même un petit peu plus difficile, quoi. Il faut réussir à prouver sans dire c'est évident, parce que tout le monde pense déjà que le jugement esthétique devrait être partagé par tout le monde. Est-ce que je suis assez clair ou pas ? Là, j'ai l'impression qu'en fait, on changerait complètement d'argument. Si vous avez un argument qui permet de prouver que le jugement esthétique devrait être universellement valide, c'est bien, mais c'est difficile à poser comme ça sur la table en disant c'est évident, quoi. Tandis que l'autre disait, voilà, c'est juste une observation de la vie de tous les jours, c'est clair que tout le monde pense que son jugement esthétique, il devrait être universellement valide, quoi. Et ça, c'est pas clair que ce soit vraiment une bonne observation. Après, il y avait une question sur la généralité des résultats. La première question, c'est en quoi le fait que le réalisme esthétique ne rentre pas en conflit avec les jugements ordinaires empêche également le scepticisme esthétique de le faire. Est-ce que la personne qui a posé la question peut m'éclairer, parce que je n'ai pas bien compris la question. Exactement, elle n'est pas ici. Il n'y a pas beaucoup de mots. C'était moi. Ouais. Du coup, c'était par rapport au début, Ouais. c'était l'introduction de votre article. Mhm. Et alors, je sais pas comment formuler ça. Il y avait le fait que vous avez dit que le réalisme esthétique, du coup, s'il rentrait en conflit avec les jugements du coup ordinaire, le scepticisme esthétique aussi. J'avais cru voir ça. Ah mince, bah, en peut-être fait, que c'est vraiment une pas- erreur de ma part. Alors il y a l'idée qu'en fait, dans l'état actuel du débat, les tentatives de scepticisme esthétique, il dit qu'il n'y a pas vraiment de propriétés esthétiques qui permettent au jugement d'être universel. On considère qu'elles rentrent, c'est considéré dans l'état actuel du débat que le scepticisme rentre en conflit avec le sens commun. Parce que selon le scepticisme esthétique, il n'y a pas de propriété esthétique, donc il n'y a pas de raison de penser que mon jugement devrait être partagé par les autres. Donc et c'est là-dessus que les réalistes s'appuient. Ils disent, étant donné que les gens pensent massivement que le jugement esthétique, il est valide pour tout le monde, il devrait être valide pour tout le monde, eh ben, le sens commun, il est en conflit avec le scepticisme, en fait. Et donc le scepticisme, il part avec un handicap par rapport au réalisme, vous voyez. Donc l'idée c'est que peut-être qu'en fait finalement c'est le réalisme qui va à l'encontre du sens commun, mais il faut regarder ce que pense le sens commun pour y arriver. Est-ce que c'est clair comme ça ? J'avais pas compris ça de base, mais du coup là. Ouais, j'ai pas beaucoup parlé du scepticisme là parce que c'est vrai que c'est pas une position que les gens défendent énormément. J'ai l'impression que vous savez c'est un peu comme les débats sur l'existence de Dieu en philo, c'est-à-dire que les gens qui vont passer leur vie à défendre l'existence de Dieu, c'est déjà des gens qui y croient. Donc en gros, 90% des spécialistes de la littérature sont très portés sur l'existence de Dieu. Bah, le débat sur le réalisme esthétique, j'ai l'impression qu'en général, la plupart des gens se disent bah oui, tout ça c'est forcément relatif, ça n'existe pas, quoi. Donc vraiment les gens qui se spécialisent dans ce débat, c'est des gens qui vont défendre des positions plus réalistes, quoi. Qui vont dire voilà, si tu consacres ta vie à la beauté, il faut que ça soit un truc objectif quand même, quoi. Du coup, il y a moins de positions sceptiques qui sont vraiment développées, parce que c'est juste la position un peu. J'ai l'impression que les gens, voilà, si tu es sceptique, tu ne vas pas passer ton temps à écrire sur le scepticisme en esthétique, tu vas passer à autre chose. Mais oui. Mais pour revenir aussi à la tension de Hume, dont on avait parlé avant, et dans ce subjectivisme et côté plus normatif, ouais. On voit que aussi bien dans le réalisme esthétique que moral, ça pose des problèmes, parce que c'est tellement vaste et large qu'on va forcément trouver de la subjectivité, mais après, si on pousse le scepticisme moral dans ses conclusions, c'est que tout est beau, tout est laid,
tout est moral, tout est immoral. Donc, est-ce que les Scepticisme esthétique, vous voulez dire tout est beau, tout est laid. Oui. enfin, Ouais. dans le scepticisme, En général, si ouais. Et j'ai l'impression qu'on revient à l'attention de Hume parce qu'on n'a pas envie de dire ça non plus. Oui, alors là, je parle juste du scepticisme esthétique. Hein. Je ne défends pas le scepticisme moral sur. Même dans le Ouais. scepticisme esthétique, de dire tout peut être jugé de beau ou de laid, Ouais. qu'importe. Enfin, c'est peut-être moins grave moralement parlant ou les implications que ça a vis-à-vis de la morale, mais j'ai l'impression que l'exemple de Hume qui est tellement extrême entre un gribouillis et Voilà. une œuvre de la Joconde. Bah, une question, c'est qu'on pourrait se dire, voilà, est-ce que... mais on pourrait dire, quelles seraient les conclusions? Ce serait, par exemple, imagine, la Terre va exploser. On a trouvé une Terre de remplacement grâce à Elon Musk. Mais on peut amener qu'une petite minorité des œuvres d'art jamais produites par l'humanité sur cette nouvelle Terre. Tu pourrais dire, et qu'à un moment, tu dois choisir entre la Joconde et le gribouillis d'un enfant de 5 ans. Le sceptique esthétique, il ne pourrait pas choisir entre les deux, quoi, ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que le sceptique esthétique, il peut dire un truc du genre... je ne pense pas qu'il y ait de réalité, je ne pense pas qu'il y ait de propriété intrinsèque dans les œuvres, mais par contre, je sais que cette œuvre-là, elle fournit plus de plaisir, ou elle a plus d'importance historiquement, ou quelque chose comme ça. Donc je ne suis pas sûr que même de ce point de vue-là, ça pose un problème. Mais... C'est purement conventionnel en fait. alors, c'est pas conventionnel. Conventionnel, c'est quelque chose qu'on décide. On ne peut pas décider si une œuvre plaît à tout le monde, massivement ou pas. Ce serait un peu facile, mais... Avec les modes esthétiques, je crois qu'il en parle aussi. Ah. Il y a des effets de mode. Oui, alors justement pour Hume, c'est l'idée qu'il y a des effets de mode, mais il y a quand même des choses qui plaisent à travers toutes les époques, et qui passent le test du temps. Donc ce serait un peu ça le critère. Tu pourrais filtrer en disant, bon, bah, effectivement, même s'il n'y a pas forcément de propriété esthétique au sens tel, il y a des œuvres qui sont telles qu'elles ont un pouvoir de plaire à l'esprit humain à travers les cultures et les trucs comme ça, quoi. Donc même dans un cas où il y aurait des conséquences pratiques, tu pourrais choisir comme ça, je pense. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de biais dans le domaine esthétique. Ah, ça, c'est tout à fait possible, oui. Avant, par exemple, d'Atroc ou de classique, par exemple, si on prend. Classique, c'est vieux, c'est un truc de bourge, ils ne vont jamais en écouter. Ouais, ils ne ouais. sauront jamais s'ils trouveront ça beau. Et à l'inverse, les gens qui. Le rap, c'est un truc, je sais pas. Même la Joconde, c'était l'exemple qu'on prend récemment, tout le monde s'en foutait en fait. Il y a vraiment eu des accidents historiques. Ben ça, on en parlera peut-être la semaine prochaine, et pas cette semaine parce que je suis en retard. Sur justement, qu'est-ce qui fait que certaines œuvres passent dans le canon. Il y a vraiment des explications sceptiques sur pourquoi certaines œuvres passent dans le canon qui disent que ça n'a rien à voir avec la validité des œuvres. Mais du coup, j'en reparlerai à ce moment-là. Voilà. Et sinon, il y avait une autre question dans cette question qui est, sinon par rapport à l'ouverture finale de l'étude que vous avez faite, une esthétique fondée sur une méthodologie apportée par des données empiriques contrôlées a-t-elle été plus étudiée? Alors ça dépend, parce que l'esthétique c'est très large. Il y a des choses passionnantes en esthétique, mais qui partent en dehors de l'esthétique philosophique. Par exemple, il y a des études interculturelles sur est-ce que la musique provoque les mêmes émotions, les mêmes types d'accords dans différentes cultures. Donc ça, j'adore ce genre de truc, c'est vachement passionnant. Mais en termes de philo expérimentale, je vais y venir, c'est plus limité. Des études interculturelles ou sur des prédicats plus complexes ont-elles été menées? Quels en sont les résultats? Alors sur les prédicats, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup sorti de beau et laid. Nous, on a fait une étude qu'on n'a jamais publiée, puisque c'était vraiment un truc juste pour voir, où on avait remplacé ça par gracieux. On mettait des images abstraites avec des spirales, en fait, des sortes de volutes. Et puis on avait un peu les mêmes résultats sur gracieux. Mais maintenant, on se rend compte que c'est un peu con. En fait, on aurait dû mettre des blocs carrés. Et puis on aurait dû demander aux gens, est-ce que c'est gracieux? Peut-être que là, on aurait vraiment réussi à avoir quand même quelque chose qui est non. Parce que c'est l'idée que vous savez, gracieux, c'est ce qu'on appelle les termes épais. Tout le monde voit ce que c'est un terme épais en philosophie. Alors les termes épais, c'est quelque chose qui vient de la littérature en philosophie morale. C'est l'idée qu'il y a des termes moraux fins. Par exemple, c'est bien, c'est mal. C'est vraiment le truc minimal. Et puis il y a des choses comme c'est cruel. L'idée, c'est que quand tu dis que c'est cruel, tu ne fais pas qu'un jugement de valeur, tu apportes aussi sur des informations. Tu dis que c'est mal pour une certaine raison. Donc, il y a deux écoles qui s'affrontent dans l'étude des termes épais. Il y en a qui disent qu'en fait, les termes épais, c'est des termes qui sont composites, qui ont un côté évaluatif et un côté descriptif. Par exemple, c'est cruel, ça veut dire cette action est mal et la personne qui l'accomplit prend du plaisir à faire du mal à quelqu'un. Vous voyez ? Donc, il y aurait un côté qui est purement factuel et un côté qui est normatif, évaluatif. Et puis il y a les gens qui défendent que les termes épais ont effectivement des implications à la fois descriptives et normatives, mais qu'ils ne peuvent pas être analysés de cette façon-là, qui sont leurs propres trucs, quoi. Mais du coup, on pourrait imaginer on pourrait imaginer quelqu'un qui est complètement pas réaliste sur la morale, qui pense que le fait de savoir si c'est bien ou mal, il n'y a pas de vérité, mais qui pourrait penser que c'est juste faux de dire que c'est cruel dans certains cas, parce que la partie descriptive n'est pas remplie.
hein. Par exemple, je ne sais pas, imagine, genre, je sais pas, quelqu'un qui détourne des fonds dans son entreprise. Voilà, donc on va dire, c'est pas fidèle à l'entreprise. Peut-être que me dire c'est cruel, c'est bizarre, quoi. Peut-être que s'il fait pas ça pour le plaisir de faire du mal à quelqu'un, on pourrait dire, voilà, bon, je ne suis pas objectiviste sur la morale, mais bon, là, j'ai l'impression que ça ne s'applique pas parce que la partie... Donc peut-être qu'effectivement, si on demandait aux gens, est-ce qu'on peut dire qu'un bloc de 10 tonnes carré comme ça, je suis sûr qu'il y a des œuvres d'art qui existent comme ça, est gracieux, les gens diraient, ouais, non. Mais il n'y a pas vraiment d'études sur d'autres prédicats qui ont été vraiment menés. La question de savoir si ça se généralise aux autres cultures, par contre, elle est très intéressante parce qu'effectivement, une des critiques qu'on a eues sur l'article au sujet, c'était, bon, déjà, on n'avait pas beaucoup de sujets parce qu'on était des élèves, des étudiants en début de thèse, on n'avait pas de moyens, donc on a fait ça ce qu'on pouvait. On avait 80 étudiants en tout, 80 personnes sur 3 études en tout, c'est quand même pas très glorieux. Et surtout, mais vraiment le truc sur lequel les reviewers étaient juste dingues, c'était putain, c'est des Français, quoi. Mais évidemment qu'ils sont relativistes, mais c'était vraiment ça les reviews, c'est des Parisiens. Vous voulez qu'ils soient quoi? Leur esprit est corrompu par le postmodernisme. Évidemment qu'ils vont être relativistes, ça n'est pas du tout représentatif. Bon, le papier est quand même passé, hein, mais il y a bien plus tard, on a pu profiter d'un projet dont j'ai déjà parlé, qui a été fait dans une trentaine de pays, tout ça, pour refaire un peu la même étude dans plusieurs pays. Et donc la question c'était encore la même, hein, si on demandait aux gens de décrire quelque chose qu'ils trouvent beau, et ensuite d'imaginer que quelqu'un n'est pas d'accord avec eux, puis on a demandé de choisir entre 3 réponses. L'un d'entre vous a raison, l'autre n'a pas raison. Les deux ont raison, ou ni l'un ni l'autre n'a raison. Ça ne fait pas de sens de parler d'avoir raison dans cette situation. Et en gros, ce qu'on trouve, c'est à la fois des variations et des choses constantes. Donc là, c'est par aire géographique, pas par pays. Le truc noir, c'est le nombre de personnes qui choisissent. Il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort, hein. C'est vraiment la réponse un peu objectiviste. Puis vous voyez que c'est le truc constant, c'est que c'est celle qui est toujours la moins choisie, quelles que soient les aires géographiques. Donc on a l'Amérique centrale et du Nord, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient, Asie orientale et Asie sud-orientale. On a juste un petit bump en Asie sud-orientale où ils arrivent à 20% pour dire que c'est objectif, mais sinon le reste du temps, c'est les 2 autres solutions qui sont choisies. Et vous voyez qu'en général, les gens préfèrent dire qu'il n'y a pas de réponse, correcte, sauf, on ne sait pas pourquoi, en Asie orientale où on a un changement, où les gens préfèrent dire que les deux ont raison. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas comment interpréter, je n'ai strictement aucune idée. Mais ce qui est intéressant, c'est que bon, l'idée selon laquelle il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort reste quand même assez basse, quelles que soient les aires géographiques pour le coup. Puis là, c'était vraiment plusieurs centaines de personnes par aire géographique, donc on a quand même des échantillons un peu plus représentatifs. Et de toute façon, l'étude a été refaite un certain nombre de fois par des gens qui ont fait des variations. Par exemple, là, si vous voulez regarder ça, c'est des psychologues qui ont retesté un peu ce même genre de truc en essayant de pousser au maximum. Par exemple, il y a une étude dans laquelle ils donnent aux gens des œuvres d'art. Et déjà, ils font que des jugements comparatifs dans cette étude-là, que disant est-ce que c'est... Il y a quelqu'un qui dit que cette œuvre-là est meilleure que cette œuvre-là, puis l'autre qui dit non. Et est-ce que quelqu'un a raison et l'autre qui a tort? Et puis il y a vraiment des études où ils leur disent, voilà, il y a une œuvre, c'est une œuvre d'un peintre connu, elle est reconnue à travers l'histoire, puis l'autre œuvre, c'est quelqu'un dont tout le monde s'en fout. Puis après, ils contrôlent vraiment pour choisir des œuvres que les gens aiment versus des œuvres que les participants n'aiment pas. Et puis les participants restent en général sur, bon, bah, mais le domaine esthétique est quand même super relatif, quoi. Et puis tu sens qu'ils ont vraiment voulu pousser le truc au max pour essayer vraiment de voir s'ils pouvaient renverser la tendance. Donc, ça a l'air assez robuste, au moins dans ce sens-là. Après, il y a des débats sur est-ce que la méthode est bonne, justement, hein. Ça, c'est d'autres débats qu'on peut avoir. Une question qui est surtout posée dans ces débats, à la fois dans le débat sur le réalisme moral et le réalisme esthétique, c'est de savoir est-ce que les gens ne sont pas implicitement réalistes, en fait, hein. L'idée, c'est que là, on leur demande explicitement, et on leur demande leur théorie explicite au sujet de la morale ou de l'esthétique, et peut-être que peut-être que leurs théories explicites, elles ne sont pas en accord avec à ce qu'ils pensent au fond, avec les principes qui guident leur pratique, en fait. Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec cette critique, parce qu'en fait, je pense que les gens confondent l'idée que tu utilises des méthodes explicites et que ce que tu mesures, c'est quelque chose d'explicite. Par exemple, l'exemple, c'est, voilà, si vous prenez l'effet Noble, vous vous rappelez, les gens disent que c'est intentionnellement mal, intentionnel de faire quelque chose de mal, mais pas intentionnel de faire quelque chose de bien. Vous utilisez des méthodes explicites, vous demandez juste aux gens est-ce qu'il a fait intentionnellement quelque chose de mal, puis vous demandez aux gens est-ce qu'il a intentionnellement fait quelque chose de bien. Mais ce que vous trouvez, le pattern que vous trouvez, les gens trouvent que c'est plus intentionnel quand c'est mal. Les gens, ils n'en ont pas conscience, ça ne fait pas partie de leur
théorie explicite. De la même manière, toutes les recherches sur le réalisme moral, elles montrent une sorte de pattern où les gens sont très réalistes sur certaines questions et pas du tout réalistes sur d'autres. Tu l'obtiens avec des réponses explicites, mais les gens ne peuvent pas te le dire explicitement, quoi. Donc je ne suis pas d'accord sur le fait que les mesures explicites mesurent les théories explicites. Je ne sais pas si je suis assez clair, en fait. Vous pouvez creuser, vous trouvez des trucs implicites avec des mesures explicites. Mais en tout cas, il y a des trucs assez marrants qui sont faits comme ça. Alors, j'ai pas beaucoup de temps. Mais par exemple, dans le cas de l'objectivisme moral, il y a des gens qui disent, mais peut-être que, bon, en fait, il y a toutes ces études, parce qu'il y en a énormément d'études sur... Ça, c'est une littérature à part entière. Vous pouvez fouiller dedans, si vous voulez, pour votre mémoire. Les débats sur est-ce que les gens sont réalistes moraux, il y a énormément de trucs. Mais il y a par exemple, c'est un article récent où la personne dit, mais peut-être qu'en fait, les gens sont implicitement réalistes. Et pour tester ça, elle utilise en fait des tests qui ont été imaginés par un philosophe qui s'appelle Robert Enoch, qui est un spécialiste de métaéthique, et qui a plusieurs façons, selon lui, de montrer que les gens disent que la morale est relative, mais ils ne le croient pas vraiment. Et alors, c'est un article où la personne utilise ces tests, ces différents tests. Mais il y en a un que je vais vous citer parce qu'il me fait rigoler, c'est le suivant, c'est le test de la blague. Donc Enoch dit la chose suivante, il dit « Prenez la blague suivante. Un enfant déteste les épinards. Il dit ensuite qu'il est bien content de détester les épinards. À la question « Pourquoi ?», il répond « Parce que si je les aimais, je serais obligé d'en manger. Si je les aimais, j'en mangerais et ce serait dégueulasse. » Et là dit Enoch « Waouh, c'est quand même super marrant comme blague. Fendez-vous la poire. » Mais il dit, voilà, il y a des cas où ça ne marche pas. Il dit, voilà, prenez par exemple quelqu'un qui a grandi au XXe siècle et qui croit que la Terre tourne autour du Soleil. Un jour, elle dit, je suis bien content de ne pas être né au Moyen-Âge, parce que si j'avais grandi au Moyen-Âge, j'aurais cru que la Terre est au centre de l'univers, et cette croyance est fausse. Et là, c'est pas drôle. Vous voyez ? Et alors, pourquoi là c'est drôle et pourquoi là c'est pas drôle ? Enoch nous dit, là c'est drôle parce que la blague, elle marche parce que comme aimer les épinards, c'est un truc subjectif, ça n'a pas de sens de dire que si j'aimais les épinards, ce serait dégueulasse d'en manger. Mais là, c'est un truc objectif, donc oui, même si j'étais né au Moyen-Âge, ce serait dommage de croire que la Terre est au centre du Soleil, au centre du système solaire, parce que c'est pas vrai. Vous voyez un peu cette idée ? Donc l'idée, c'est que la blague marche quand on a le sentiment que ce dont on parle est subjectif. Hein. Et donc, l'argument de Enoch, c'est qu'on peut utiliser ça pour regarder si les gens sont objectivistes moralement implicitement, en regardant si la blague, elle marche sur la morale. Et il dit, voilà, imaginez que quelqu'un a grandi aux États-Unis à la fin du XXe siècle et rejette toute forme de racisme comme étant moralement mauvaise. Elle dit ensuite qu'elle est bien contente d'être née à l'époque où elle était née, à l'époque où elle est née, parce que si elle avait grandi au XVIIIe siècle, elle aurait accepté l'esclavage et le racisme, et ces choses-là sont mal. Et là, c'est pas drôle, vous voyez ? Du coup, c'est bien la preuve qu'implicitement, on considère que la morale est objective. Avouez que c'est assez marrant comme truc. Et du coup, il y a vraiment des gens qui ont testé ça, et en fait, les prédictions de Enoch sont juste bonnes, en fait. Il y a quand même 63% des gens qui trouvent que la blague sur les épinards est drôle, et il y en a 32% qui trouvent que la blague sur la Terre, elle est drôle, je sais pas. Et il y en a 8% qui trouvent que la blague sur la morale, elle est drôle, quoi. C'est encore moins drôle. Donc là, vous voyez, ils disent, voilà, si le test d'Enoch est bon, ça montre que les gens sont implicitement moraux. Après, justement, on peut rejeter l'interprétation du test, mais du coup, les gens cherchent des façons de voir si les gens sont implicitement moraux ou pas. Et de la même façon, il y a des gens qui se demandent est-ce que les gens ne seraient pas implicitement réalistes au niveau de l'art, même s'ils disent que l'art ne pas être réaliste au niveau de l'art quand on leur pose explicitement la question. Et là encore, il faut trouver des arguments qui montreraient que les gens sont implicitement réalistes. Et l'idée, c'est qu'il y a certaines pratiques que les gens font, pratiques artistiques, pratiques autour de l'art, qui suggèrent que les gens ne peuvent pas être subjectivistes au sujet de l'art, parce que ces pratiques ne feraient pas de sens s'ils étaient vraiment subjectivistes. Une des pratiques, c'est que les gens débattent des qualités esthétiques de certaines œuvres. On passe beaucoup de temps à discuter si un film est bon ou pas, si une œuvre est bien ou pas. Est-ce que ça aurait un sens de le faire si vraiment il n'y avait pas de propriété esthétique, s'ils pensaient qu'il n'y avait pas des gens qui avaient plus raison et des gens qui avaient plus tort que d'autres. Il y a l'idée que les gens s'informent en lisant des critiques de films, de romans, ou il y a l'idée que les gens peuvent regretter d'apprécier certaines œuvres. Ils peuvent avoir des plaisirs coupables. Et donc là, il n'y a pas vraiment d'études là-dessus pour le sujet, mais il y a des études sur ces deux trucs-là. Mais on n'aura pas le temps de les faire, puis je pense que je vais sauter ça sur les plaisirs coupables parce qu'elles sont un peu longues et je suis déjà très en retard. Bon, on verra. Juste pour finir, du coup, il y a quelques études qui ont été faites, par exemple, sur
la question de les gens s'informent en lisant des critiques de films et de romans. Et à première vue, ça a l'air d'être un truc qui a l'air de dire, bon, bah, du coup, ça montre que les gens sont plutôt objectivistes, parce qu'ils bon, vont prendre l'avis d'autres personnes qui vont, pour voir si quelque chose est bien ou pas, en fait. Mais cet argument, il s'oppose à un problème, qui est que déjà, en fait, si tu regardes la littérature en philosophie de l'art sur ce qu'on appelle le témoignage esthétique, le fait de s'informer de la valeur d'une œuvre par le témoignage d'autrui, témoignage au sens large, hein, c'est-à-dire une critique d'art, une critique de film, c'est un témoignage dans ce sens-là, ben, la plupart des philosophes de l'art se disent, en fait, je ne suis pas bien sûr qu'on puisse savoir qu'une œuvre est bonne ou pas en se basant sur le témoignage d'autrui. Hein, on peut vraiment savoir si une œuvre est bonne ou pas que si on est nous-mêmes en présence de l'œuvre d'art, quoi. Donc en gros, ça irait contre cet argument. C'est-à-dire qu'en fait, les gens lisent pas les critiques pour savoir si l'œuvre est bonne ou pas, mais pour d'autres raisons, en fait. Parce qu'ils savent que le critique a les mêmes goûts qu'eux, ou pour s'informer sur le contenu de l'œuvre, et ça pourra leur donner une idée s'ils ont des chances de l'aimer ou pas. Mais l'idée, c'est que finalement, les gens ne pensent pas apprendre des choses sur les propriétés esthétiques de l'œuvre directement par la lecture, par le témoignage et la lecture des critiques. Et bon, c'est vraiment un débat qui est en philosophie de l'art, savoir si on peut savoir qu'un truc est mauvais, une œuvre d'art est mauvaise, juste en lisant un commentaire ou une critique, ou si, pour vraiment le savoir, il faut forcément l'avoir vu en première personne, quoi. Par exemple, moi, je n'ai pas vu le dernier Astérix, est-ce que je sais qu'il est mauvais ? Probablement. Mais, non, je plaisante. Mais, du coup, je vais finir là-dessus parce que c'est assez simple. Et donc, il y a des gens qui ont fait des études pour savoir, est-ce que vraiment les gens considèrent que c'est pas possible de savoir quelque chose esthétiquement par témoignage ? Donc l'idée, c'est, voilà, par exemple, poser des questions aux gens. Est-ce que c'est permissible d'accepter l'idée qu'un tableau, par exemple, est beau, ou très grand, ou coûte 14 millions, donc vous voyez, il y a des propriétés esthétiques ou non esthétiques, donc ça dépendait des participants, parce qu'un expert, un ami, l'a dit, ou parce que vous l'avez vu en première personne, parce que vous avez fait l'expérience de cette chose-là, et que cette personne vous dit que voilà, ce tableau est beau. Donc vous voyez, en gros, on contraste le témoignage d'un ami, le témoignage d'un expert, l'expérience en première personne pour des propriétés esthétiques ou pour des propriétés non esthétiques. Et il y a deux types de questions. Est-ce que c'est permissible de croire ça sur la seule base du témoignage ou de l'expérience ? Et est-ce que, si on suppose qu'un expert, un ami vous a dit ça ou que vous l'avez vu, est-ce que c'est légitime de croire que, de former la croyance que ? Et qu'est-ce qu'on trouve ? En gros, on trouve la chose suivante. Donc tout ça, c'est pour les... Ça, en noir, c'est quand vous avez fait l'expérience en première personne. En barré, c'est quand un expert vous le dit. Et quand c'est en blanc, c'est quand un ami vous le dit. Donc vous voyez que pour les propriétés plutôt non esthétiques, bon, c'est permissible de le faire quand c'est l'expert qui vous le dit, mais moins quand c'est l'ami qui vous le dit. C'est toujours mieux de le faire l'expérience soi-même. Mais par contre, pour les propriétés esthétiques, les gens disent, voilà, en général, non, c'est pas possible, c'est pas permis et légitime de former des croyances sur les propriétés esthétiques des œuvres juste sur la base du témoignage, même d'un expert. En tout cas, ça l'est beaucoup moins que pour l'expérience personnelle. Donc il y a vraiment, effectivement, pour le coup, le débat philosophique n'est pas complètement à la masse par rapport à ce que pensent les gens. Il y a vraiment cette idée que c'est pas juste parce que tu as lu une critique que tu sais que l'œuvre est mauvaise ou pas, quoi. Ça, en général, il faut faire toi-même l'expérience de l'œuvre. Et donc, pourquoi est-ce que les gens pensent ça ? Alors, je vais aller un peu vite là-dessus pour finir la séance. Il y a des études après qui suggèrent qu'une des principales raisons pour lesquelles les gens pensent ça, c'est parce qu'ils pensent que, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en termes d'art. Donc, chacun doit avoir sa réponse, et c'est pour ça que tu dois toi-même faire l'expérience de l'œuvre d'art, en fait. Après, il y a d'autres raisons, mais elles pèsent moins. Par exemple, il y en a qui avaient l'idée que les gens ont un peu plus tendance à faire semblant dans le domaine esthétique que dans d'autres domaines, à dire « Ah, ça c'est trop beau », alors qu'ils n'y croient pas une seconde, parce que bon, il y a toute la question du snobisme et des choses comme ça. Donc voilà, donc, là encore, on n'a pas l'impression que les gens sont implicitement objectivistes, parce que effectivement, même s'ils lisent des critiques et des choses comme ça, ils ont l'impression, ils disent que bon, on ne peut pas vraiment savoir ce qui est beau ou pas juste sur la base des critiques, puisque c'est chacun son choix. Voilà, et donc on finira la semaine prochaine et on entamera sur la question du bonheur. Donc je vous mettrai un article sur la machine à expérience de Nozick. Voilà, parce qu'il y a des études là-dessus quand même, sinon ça ne serait pas drôle. Et puis on essaiera de finir... Donc la question c'est, on a encore le papier sur qu'est-ce que c'est que de l'art à voir.
Est-ce que je parle des plaisirs coupables ou pas? Parce que c'est une question qui vous intéresse. En gros, c'est des études pour savoir pourquoi les gens se sentent mal d'aimer certaines œuvres. Est-ce que c'est parce qu'ils ont l'impression qu'elles ne sont pas objectivement valides ou c'est pour d'autres raisons, quoi. Mais disons que c'est encore un problème de niche, comme beaucoup de problèmes en philosophie de l'art, quoi. Je ne suis pas sûr que vous vous soyez déjà posé la question, mais du coup, il y a vraiment des débats là-dessus, savoir pourquoi il y a des plaisirs coupables. Bon, on verra au début de semaine prochaine. Si vous n'êtes pas plus motivé, on passera à la suite directe, histoire de passer à la question du bonheur. Du Ouais. coup, les questions pour la semaine prochaine, c'est sur le bonheur. C'est sur le bonheur, ouais. D'ailleurs, je n'ai pas eu beaucoup de questions sur l'art, ça ne vous a pas beaucoup inspiré, je crois. C'était les 2 seules questions que j'avais. Ou alors peut-être qu'il y en a qui sont filtrées par mes spams, mais c'est les 2. Voilà. Puis il nous reste que 2 séances, donc en fait je pense qu'on va aller. Il nous reste le bonheur et l'identité personnelle, puis on sera arrivé au bout. Voilà.